Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré aux plateformes digitales. Je suis Anne-Laure Villedieu, je suis associée en charge du pôle propriété intellectuelle et nouvelles technologies de CMS Francis Lefebvre Avocat. Et je suis très heureuse de vous accueillir dans le cadre de cette conférence sur les plateformes numériques dont j'assurerai la modération. Alors vous le savez, l'actualité des plateformes est absolument foisonnante. La transformation digitale est un enjeu absolument majeur pour l'essentiel des entreprises. Elle bouleverse tous les secteurs d'activité. L'essor des plateformes digitales, mais également de tout l'écosystème de ces plateformes, offre des opportunités qui sont immenses. Mais dans le même temps, les contraintes légales, juridiques, fiscales se multiplient. Les plateformes d'intermédiation et les marketplaces font l'objet de réglementations de plus en plus spécifiques et de plus en plus sophistiquées. On peut penser notamment à la loi sur la République numérique, on peut penser au règlement Platform to Business, on peut penser aux projets d'encadrement de la Commission que sont le Digital Services Act et le Digital Market Act, au renforcement de la réglementation fiscale. Les problématiques de droit social, évidemment, sont extrêmement nombreuses également. La loi Pacte a vocation à s'appliquer. Bref, l'environnement juridique et fiscal et social des plateformes est en pleine évolution. Et il nous a donc semblé opportun de faire un rapide tour d'horizon des problématiques essentielles qui se posent aujourd'hui dans le cadre de cet environnement. Sachant que notre intervention n'a évidemment pas vocation à être exhaustive, qu'on va traiter 8 thèmes, qui sont 8 thèmes essentiels, mais qui évidemment ne seront pas traités eux-mêmes de manière complète, et ils vont juste vous permettre en fait de repérer les secteurs et les domaines dans lesquels il faut se poser les bonnes questions lorsque on opère une plateforme de commerce en ligne ou une plateforme digitale d'une manière générale. Le premier point qu'on va aborder, c'est celui du développement de la plateforme et de son exploitation et des enjeux en matière de contrat et de propriété intellectuelle. En second lieu, on s'interrogera sur les problématiques TVA et douane liées à l'acheminement des biens, les règles de droit des transports applicables à l'acheminement des biens qui seront vendus par le biais de la plateforme. On étudiera le volet des relations avec les consommateurs et le volet également des relations avec les professionnels, puisque les liens avec les entreprises utilisatrices sont aussi extrêmement régulés. On s'interrogera sur les statuts des travailleurs qui interviennent par le biais ou sur la plateforme, les problématiques de cybersécurité, dont vous savez qu'évidemment c'est une problématique totalement d'actualité aujourd'hui, et enfin les obligations fiscales de la plateforme qu'il nous faudra maîtriser. Malheureusement, le temps imparti ne nous permet pas de prendre les questions en direct. En revanche, n'hésitez surtout pas à nous adresser vos questions par voie d'email et nous y répondrons après la présentation. En premier lieu, nous allons aborder les questions liées au développement et à l'exploitation de la plateforme et aux enjeux en matière de contrat et de propriété intellectuelle. Florentin Sanson et Pierre Fumery vont vous parler des enjeux contractuels et des problématiques qui sont relatives à la propriété intellectuelle. Bonjour à toutes et à tous et merci Anne-Laure pour cette introduction. Donc je vais vous présenter pour ma part les enjeux contractuels relatifs aux plateformes digitales. Donc lorsqu'on m'a demandé d'intervenir, je me suis interrogé sur ce qu'était vraiment une plateforme. Donc lorsqu'on évoque les plateformes, on pense tout de suite aux applications, de mobile notamment, de livraison de biens ou de fourniture de services en ligne. On peut également penser au site internet et aux différentes plateformes de marketplace permettant de mettre en relation différentes personnes. Donc la plateforme, c'est avant tout un logiciel, donc du code informatique exécuté afin d'interagir avec les personnes qui l'utilisent et les différentes parties prenantes.
Donc, le succès de toute plateforme digitale est de ce fait étroitement lié au bon fonctionnement de ses composants logiciels. Pour ce faire, l'exploitant de la plateforme est soumis à différentes contraintes qui sont bien connues des clients et des prestataires de services informatiques. Elles sont au nombre de 3 pour les principales: la contrainte de temps, la contrainte de budget, ainsi que les contraintes liées à la dépendance, qui peuvent être d'ordre technologique, dépendance envers un prestataire, dépendance envers un outil informatique, ou bien juridique, notamment en matière de propriété intellectuelle, afin de pouvoir utiliser, réutiliser, adapter ou modifier les développements informatiques composant la plateforme. Il s'agit donc de trouver un équilibre grâce à l'outil contractuel et d'anticiper l'ensemble des problématiques. Afin de vous les présenter, je vous propose d'étudier successivement les 3 grandes phases du cycle de vie de la plateforme, à savoir une phase préparatoire, une phase de construction et une phase d'exploitation. Concernant la phase préparatoire, elle a pour principal objet de sélectionner un co-contractant dans le cadre d'un processus avant-vente. Elle est bien souvent sous-estimée et permet bien souvent, si elle est bien menée, d'anticiper un bon nombre de problématiques d'ordre contractuel, mais aussi technique. Le premier point de cette phase préparatoire, c'est l'expression des besoins. Alors, lorsqu'on parle d'expression des besoins, on pense tout de suite à l'expression de besoins techniques et fonctionnels qui relèvent plus du technique, mais elle est aussi juridique, dans la mesure où cette expression de besoin peut également être d'ordre méthodologique et donc avoir de grandes conséquences sur les contrats qui seront rédigés par la suite. En d'autres termes, l'expression de ce besoin, c'est avant tout le périmètre du projet, mais également du futur contrat qui convient de travailler et de réfléchir en amont. Particulièrement concernant les problématiques juridiques, c'est également le moment de réfléchir à l'ensemble des prérequis et de prendre donc de l'avance sur le contrat. Cela permettra de limiter la dépendance, mais aussi d'encadrer les coûts lors du projet. Et bien sûr, d'en faire un critère de sélection afin de pouvoir sélectionner l'offre qui correspond le mieux à vos besoins. Dans le cadre de cette phase préparatoire, notre cabinet pourra vous assister dans l'évaluation des offres, dans le cadre de procédures de scoring, mais également à anticiper, à identifier et à anticiper les aspects contractuels de votre futur contrat. Par ailleurs, dans le cadre de cette phase préparatoire toujours, notre cabinet pourra veiller à la bonne implémentation des processus dans la plateforme et à leur conformité légale et réglementaire, notamment pour les aspects fiscaux, ou encore pour les aspects réglementaires, notamment si la plateforme donne lieu à des prestations de paiement. La seconde phase du cycle de vie de la plateforme est la phase de construction, qui débute par la rédaction et la négociation du contrat. Donc ce seront des contrats classiques, notamment de développement, d'intégration de logiciels ou encore de mise en œuvre de solutions software as a service, plus connues sous le nom de SaaS. On ne sous-estimera pas non plus l'importance des différentes annexes, à savoir le plan d'assurance qualité, qui contiendra bien souvent des éléments juridiques importants concernant notamment la gouvernance ou les modalités de réception des travaux et des développements informatiques menés par le prestataire. Il y aura également les aspects relatifs aux données personnelles qui seront abordés un peu plus tard dans le cadre de ce webinaire. Notre cabinet pourra ainsi vous aider à rédiger et à négocier ces contrats afin de trouver le fameux équilibre entre les différentes contraintes de temps, de budget et de dépendance. Enfin, il s'agit de suivre l'exécution même de ce contrat au-delà de sa signature et de s'assurer du bon déroulement du projet et d'exploiter les outils juridiques à la disposition des parties afin de faire de ce projet un succès et de le mener à son terme. Notre cabinet assure donc des prestations de contract management juridique et veille à vous conseiller dans le cadre de précontentieux et de contentieux liés à la mise en œuvre de ces plateformes. Concernant la troisième phase du cycle de vie des plateformes, la phase d'exploitation, ce n'est pas parce que le projet s'arrête
c'est la fin de la relation contractuelle, puisque de nouveaux contrats et de nouveaux enjeux vont succéder à ceux de la rédaction et de la négociation du contrat. Ceux-là devront bien évidemment être anticipés en amont. Il s'agit des questions relatives notamment à la maintenance corrective, c'est-à-dire à l'identification et la correction des bugs qui pourraient affecter la plateforme. Et on veillera à cet effet à prévoir des niveaux d'engagement permettant de prévoir des délais d'intervention et de correction. Enfin, on n'oubliera pas non plus l'évolution de la plateforme dans le temps afin d'assurer sa pérennité, notamment l'évolution des différentes fonctionnalités. Enfin, et en dernier lieu, on veillera également à encadrer les opérations de réversibilité afin d'aménager une porte de sortie pour les co-contractants. Notre cabinet pourra vous assister dans la rédaction de contrats spécifiques ou encore dans la rédaction d'annexes à propos de ces sujets. Donc, laissez la parole à Florentin qui présentera les aspects de propriété intellectuelle sur les contenus de la plateforme. Merci Pierre. Donc je vais aborder de mon côté donc les aspects de propriété intellectuelle. Pierre a abordé la question du développement de la plateforme et de son exploitation. Bien évidemment, il faut gérer, sécuriser juridiquement la propriété intellectuelle relative au développement de cette plateforme. Mais il y a également d'autres aspects à prendre en compte. Je vais aborder successivement. Le premier, c'est le nom de la plateforme, le nom à choisir et à protéger. Et le deuxième, ce sont les contenus qui pourraient être mis en ligne, diffusés sur la plateforme. Tout d'abord, le nom de la plateforme. Il faut en premier lieu choisir le nom. Alors bien évidemment, il y a des aspects marketing lorsque vous allez choisir le nom, mais il y a aussi des aspects juridiques à prendre en compte. Le premier, c'est la distinctivité du nom. Pour qu'un nom soit efficacement utilisé et protégé, il faut qu'il soit distinctif, c'est-à-dire qu'il permette d'identifier votre plateforme, votre société et les services que vous proposez et les distinguer des services des concurrents. Alors je vais prendre un exemple qui peut être absurde, mais si par exemple vous proposez une plateforme et vous l'appelez plateforme, ça sera extrêmement descriptif. Et donc, ça ne sera pas efficace, on ne pourra pas distinguer votre plateforme et vos produits et services de ceux des concurrents. Donc, c'est un nom qui n'est pas pertinent, qu'il faut bien évidemment proscrire parce que, à défaut, les consommateurs ne vous reconnaîtront pas, vous ne pourrez pas protéger le nom et donc vous ne pourrez pas empêcher l'utilisation de ce nom par des concurrents. Le deuxième élément après la distinctivité du nom, c'est la disponibilité du nom. Avant de choisir définitivement ce nom, il faut s'assurer qu'il est disponible, c'est-à-dire qu'il n'est pas déjà utilisé par des tiers et en particulier par des concurrents. Et donc, dans ce cadre, il faut faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité de signes. On vérifie que le signe que vous souhaitez utiliser n'est pas déjà utilisé, n'est pas déjà déposé, par exemple à titre de marque, à titre de dénomination sociale, donc le nom de société, à titre de nom de domaine, ou qu'il n'est pas tout simplement utilisé dans le commerce en tant que non commercial. Et donc ça, ces démarches, elles doivent être faites très en amont, au moment même du développement de la plateforme, parce que ça prend quand même un minimum de temps dans le choix du nom, les recherches d'antériorité, puis finalement, si vous devez revenir en arrière parce que vous apercevez que le nom est déjà utilisé par un concurrent. Une fois que vous avez choisi le nom, il faut à présent le protéger. Et donc, pour le protéger, il y a une manière la plus classique de le protéger, c'est de le déposer à titre de marque. Et donc, quand vous le déposez à titre de marque, vous devez vous poser la question des territoires visés par votre activité sur la plateforme. Parce que le dépôt de marque que vous allez réaliser, il est territorial. Par exemple, vous pouvez déposer, si vous considérez que votre territoire est la France, vous pouvez déposer à l'INPI le nom en tant que marque française.
Si vous espérez avoir une exploitation un peu plus large concernant l'Union européenne, vous allez déposer à l'EIPO en tant que marque de l'Union européenne. Si vous avez envisagé d'autres pays, vous pouvez faire des dépôts nationaux individuellement dans chaque pays ou faire une demande d'enregistrement international de marque qui vise un certain nombre de pays. Ça peut être les États-Unis, l'Angleterre, etc. Donc c'est très important de déposer le nom à titre de marque parce que c'est un moyen de protection et d'action contre des utilisateurs qui voudraient utiliser le même nom très efficace. Le deuxième élément sur la protection, c'est le nom de domaine, puisque comme Pierre l'a justement indiqué, un nom, une plateforme peut prendre différentes formes, et notamment la forme d'un site internet. Les sites internet, ils sont accessibles à une adresse qu'on appelle le nom de domaine. Et donc, dans ce cadre-là, il est important de réserver le nom de domaine avec le nom de votre plateforme. Et là-dessus, vous avez une certaine... faut voir assez large parce que, par exemple, si je reprends par l'absurde, mais l'exemple que je donnais tout à l'heure, qui est plateforme, qui n'est pas un terme distinctif, mais pour l'exercice, prenons-le. Si vous voulez appeler votre plateforme, eh bien vous allez vous allez réserver le nom de domaine plateforme.fr. Mais il pourrait être intéressant pour vous aussi de déposer plateforme.com, plateforme.net, plateforme.io. Et donc il faut penser à faire plusieurs dépôts, plusieurs réservations de noms de domaine avec différentes extensions de noms de domaine, et quitte à après renvoyer ces adresses vers l'adresse en .fr que vous utilisez principalement pour communiquer sur le nom de la plateforme. Il pourrait également être utile de faire d'autres réservations de nos domaines sur des noms qui ne sont pas exactement les mêmes mais qui approchent. Par exemple, si vous déposez plateforme au singulier, si vous voulez utiliser le terme plateforme au singulier, ça pourrait être utile de réserver aussi les noms de domaine avec plateforme avec un S au pluriel, ou avec un tiret entre plate et forme, ou éventuellement avec des fautes d'orthographe. Donc, sachant que la réservation de nom de domaine, ça ne coûte pas très cher, donc ça vaut le coup de voir assez large. Sur ça, on a abordé le nom de la plateforme. Maintenant, je souhaiterais aborder les contenus qui seront diffusés sur la plateforme. Les contenus, ils peuvent être de différents ordres. Ça peut être des contenus qui sont diffusés par des utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard pendant le webinaire. Moi, ce que je voudrais aborder ici, c'est les contenus qui sont diffusés à l'initiative de l'opérateur de la plateforme. Parce que lorsque l'opérateur de la plateforme diffuse ses contenus, il doit s'assurer qu'il a bien le droit de le faire. Et à défaut, sinon, il engage sa responsabilité. Et donc, il faudrait d'abord voir de quel contenu on parle. Alors, les contenus peuvent être divers. Ça peut être des textes, ça peut être de la musique, ça peut être des éléments graphiques, des vidéos, ça peut être des photographies, des infographies. Donc il y a un certain nombre de contenus. Maintenant, il faut voir de quel droit on parle, de quel droit de propriété intellectuelle, de quel droit de la personnalité. Donc il y a bien évidemment le droit d'auteur qui porte sur les œuvres, les créations originales qui sont l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Il y a ensuite des droits qu'on appelle des droits voisins en droit d'auteur, qui sont les droits sur les interprétations d'œuvres. Donc c'est le droit d'artiste-interprète, par exemple, un acteur, un chanteur, un danseur, etc. Et un deuxième droit voisin, c'est le droit du producteur de phonogrammes ou de producteur de vidéogrammes. Pour dire les choses plus simplement, il s'agit des producteurs d'enregistrements sonores ou de vidéos, et qui ont des droits qui récompensent l'investissement qu'ils ont mis dans la production de ces enregistrements. Et enfin, il y a le droit à l'image, puisque une personne a un droit sur son image, par exemple un mannequin a un droit sur son image, et même s'il n'est pas interprète, il a un droit sur son image, et donc il doit autoriser l'utilisation de son image. Une fois que vous avez vu ça, il faut savoir à qui s'adresser. Vous pouvez vous adresser directement aux personnes concernées. Ça peut être les mannequins, ça peut être les auteurs. Après, ça peut être également les sociétés qui vont produire des agences de communication, des producteurs. Dans ces cas-là, il faut vous assurer que ces sociétés ont bien les droits et donc demander à ce qu'ils vous garantissent qu'ils ont bien eu les droits
des titulaires, par exemple, des auteurs. Et enfin, ça peut être les organismes de gestion collective, par exemple la SACEM, dans le cadre de la musique. La musique, elle fait vraiment l'objet très souvent de gestion collective, et donc, si vous utilisez des œuvres musicales, il faut que vous fassiez appel à la SACEM notamment. Et pour terminer, maintenant que vous avez vu ça, quelles autorisations obtenir? Eh bien, il faut que vous décidiez, est-ce que j'obtiens une cession définitive? Est-ce que j'obtiens juste un droit d'utilisation à titre non exclusif? Et sur quel type de mode d'exploitation et support d'exploitation? Quel territoire? Généralement sur Internet, il faut le territoire mondial, parce que c'est classique. Et enfin, quelle est la durée de la cession? Ce que je vous conseillerais, c'est d'obtenir la durée la plus longue possible, plusieurs années, ou sinon la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle. Merci beaucoup. Bon, on a beaucoup de questions à vous poser, mais on n'a pas le temps. Donc, on va passer aux aspects douane et TVA, puisque l'activité d'une plateforme conduit souvent à la mise en relation d'un acheteur et d'un vendeur et implique souvent l'acheminement de marchandises. Et selon le point de départ et le point d'arrivée de ces marchandises, des règles spécifiques ont vocation à s'appliquer. Donc, il y a 3 types de questions à se poser. Marie-Odile, qui est notre spécialiste de TVA, et Nathalie, spécialisée en douane, vont nous parler de l'acheminement des biens et des problématiques TVA et douane. Merci Anne-Laure. En effet, les plateformes doivent, à notre avis, se poser 3 grandes questions avant de procéder à l'acheminement des marchandises vendues par leur intermédiaire, sachant qu'elles font l'objet de façon très régulière maintenant de contrôles douaniers et fiscaux destinés à vérifier notamment que les produits vendus et acheminés par leur intermédiaire sont correctement dédouanés et surtout que les droits et taxes qui sont dus suite à leur importation sont acquittés sur des valeurs qui ne sont pas fictives et ou sous-évaluées. Alors, avant tout acheminement, les plateformes doivent se poser 3 grandes questions. En premier lieu, elles doivent identifier le flux des produits concernés, d'où viennent-ils et où vont-ils. Puis, elles doivent identifier le rôle des différents intervenants. Et enfin, elles doivent identifier le produit concerné et notamment sa valeur. Alors, commençons en premier lieu par le flux des biens. Donc, selon le flux des biens identifiés, les règles applicables en matière de douane et de TVA sont différentes. En premier lieu, s'il s'agit d'un flux au sein de l'Union européenne, donc un flux intracommunautaire, au regard de la douane, il n'y aura pas en principe de problématique donc purement douanière, dans la mesure où la frontière extérieure du territoire douanier de l'Union européenne n'est pas franchie. Bien entendu, il faut que les marchandises soient bien d'origine européenne ou, si elles sont d'origine tierce, qu'elles aient déjà fait l'objet d'une mise en libre pratique, c'est-à-dire d'un dédouanement dans les formes et un dédouanement régulier avant le flux dont la plateforme est à l'origine. Du point de vue de la TVA, dans cette hypothèse, il s'agira soit de ventes locales, lorsque le flux intervient au sein du même État et donc soumis à la TVA locale, ou bien de ventes à distance intracommunautaires pour lesquelles des règles spécifiques existent en matière de TVA et conduisent à une taxation quasi systématique à la TVA dans le pays de livraison. Il faut aussi noter que les plateformes qui facilitent ce type d'opération seront, pour les besoins de la TVA uniquement, réputées acheteurs-revendeurs des biens et seront ainsi redevables de la TVA sur la vente au consommateur final lorsque le vendeur est établi en dehors de l'Union européenne. Il s'agit d'une fiction TVA, c'est-à-dire que même si la plateforme est un prestataire intermédiaire, du point de vue de la TVA, dans cette hypothèse, elle sera traitée comme ayant acheté et vendu les biens uniquement pour la TVA. Alors maintenant, s'il s'agit d'un flux entrant dans l'Union européenne en provenance d'un pays tiers. Dès lors que la frontière extérieure à l'Union européenne est franchie, la marchandise doit faire l'objet d'un dédouanement, c'est-à-dire que les droits de douane et les autres taxes qui sont perçues par la douane à l'importation, comme les droits sur les alcools par exemple, doivent être acquittés. Après cette opération de dédouanement,
la marchandise peut circuler librement au sein de l'Union européenne, car elle a été mise en libre pratique. Du point de vue de la TVA, lorsque les biens proviennent d'un pays tiers, l'importation est soumise à la TVA. Et dans le cadre de la réforme du e-commerce qui entrera très prochainement en vigueur le 1er juillet 2021, une nouvelle opération a été créée au regard de la TVA, c'est la vente à distance de biens importés. Par ailleurs, là encore, les plateformes qui facilitent ces opérations seront également considérées comme acheteurs-revendeurs des biens, là encore uniquement pour les besoins de la TVA, mais dans cette hypothèse, quel que soit le lieu d'établissement du vendeur. Alors la deuxième question que doivent se poser les plateformes, c'est l'identification des rôles des différents intervenants. Alors, lorsqu'on est en présence d'un flux d'un pays tiers vers l'Union européenne, il est absolument indispensable d'identifier le rôle des différents intervenants dans la chaîne de transaction et dans le flux logistique afin de déterminer les responsabilités et les obligations de chacun. Ces dernières ne sont pas nécessairement identiques selon que l'on se place d'un point de vue douanier ou selon que l'on se place du point de vue de la TVA. En effet, les règles en vigueur en douane et en TVA sont hermétiques. Alors, s'agissant des règles en matière de douane, il faut d'abord déterminer qui peut être exportateur. En général, ce sera l'expéditeur de la marchandise, c'est-à-dire en pratique le vendeur. Mais il faut surtout ensuite déterminer qui sera l'importateur, c'est-à-dire la personne qui sera responsable de l'importation, tant en ce qui concerne l'acquittement des droits de douane que la conformité des marchandises. L'importateur est désigné sur le formulaire douanier comme le destinataire réel des marchandises. L'importateur peut être soit le vendeur, même s'il est établi dans un pays tiers à l'Union européenne, à condition qu'il désigne un représentant en douane établi dans l'Union. L'importateur peut également être l'acheteur, c'est-à-dire le consommateur final ou le client professionnel. La plateforme peut également être désignée comme importateur si elle est établie dans l'Union européenne. Dans tous les cas, le plus souvent, un déclarant en douane accomplira pour le compte de l'importateur les différentes formalités. Ce dernier peut intervenir selon deux modes d'intervention différents, soit en qualité de représentant direct, soit en qualité de représentant indirect. Dans ce deuxième cas, lorsqu'il intervient selon le mode de la représentation indirecte, il sera solidairement responsable du paiement des droits et taxes avec l'importateur. Alors, indépendamment des règles douanières, il est primordial de déterminer qui est redevable de la TVA à l'importation. Selon les situations, il pourra s'agir de la plateforme, du vendeur et même parfois de l'acquéreur. En tout état de cause, ce qui est important de noter, c'est que ce ne sera pas nécessairement la même personne que celle qui est désignée comme destinataire réel sur les documents d'importation. Il faudra également identifier le redevable de la TVA sur la vente à distance de biens importés, dans l'hypothèse où son lieu d'imposition est situé dans l'Union européenne. Troisième grande question, elle porte sur l'identification de la marchandise. Dans la mesure où une marchandise franchit la frontière du territoire douanier de l'Union européenne, cette marchandise doit, pour pouvoir circuler librement au sein de l'Union, remplir un certain nombre de conditions. Tout d'abord, elle ne doit pas faire l'objet de mesures de prohibition ou de restriction et elle doit respecter les règles sanitaires et d'autres règles en vigueur au sein de l'Union, notamment les règles de conformité. Ensuite, il convient, pour pouvoir effectuer le dédouanement, de connaître un certain nombre d'éléments concernant la marchandise pour déterminer notamment le montant des droits de douane, sachant que les marchandises d'une valeur inférieure ou égale à 150 € sont exonérées de droits de douane. Donc en premier lieu, il convient de déterminer la valeur de la marchandise. Il s'agit de la valeur transactionnelle au moment de son passage en douane et en pratique, dans le cadre de vente à distance, il s'agira du prix de vente conclu via la plateforme, auquel il faut ajouter les frais de transport et d'assurance jusqu'au point d'entrée dans l'Union européenne. En second lieu, il faut également connaître la désignation précise de la marchandise afin de pouvoir déterminer son espèce tarifaire. L'espèce tarifaire, c'est le numéro de nomenclature qui détermine le niveau des droits de douane et permet de connaître toutes les restrictions concernant le produit et les mesures de politique commerciale. Enfin, il faut déterminer l'origine de la marchandise, qui ne doit pas être confondue avec son lieu de provenance. Vous devez déterminer où a été fabriquée la marchandise
et pour pouvoir donc connaître le niveau des droits de douane, puisqu'il varie en fonction du pays d'origine de la marchandise. Par exemple, une marchandise qui viendrait de la Suisse, qui a conclu des accords avec l'Union européenne, ne donnera pas lieu à des droits de douane, alors que la même marchandise fabriquée aux États-Unis ou en Chine sera soumise à des droits de douane au taux normal. Un certain nombre de pays ont conclu avec l'Union européenne des accords de préférence et afin d'optimiser les flux, il peut être intéressant de répertorier ces pays et de privilégier les importations de produits originaires de ces pays pour les produits donc d'une valeur supérieure à 150 €. En matière de TVA, c'est surtout la détermination de la valeur des biens qui est fondamentale, puisque les règles seront sensiblement différentes selon que la valeur intrinsèque du colis est inférieure ou égale à 150 € ou bien est supérieure à ce montant. On peut d'ailleurs noter qu'en dessous du seuil de 150 €, qui correspond, comme on l'a vu, à la franchise douanière, les opérateurs pourront utiliser une déclaration en douane simplifiée et par voie électronique, qui est la déclaration H7. C'est également ce seuil qui déterminera si la plateforme est traitée comme acheteur-revendeur des biens pour les besoins de la TVA. En effet, cette fiction ne concerne que les colis d'une valeur intrinsèque inférieure ou égale à 150 €. Merci beaucoup. Alors, les règles semblent extrêmement complexes, extrêmement nombreuses. Est-ce qu'il y a des outils qui sont mis à la disposition des opérateurs? Alors, en tout cas, du point de vue de la douane, le site internet de la douane présente quelques fiches pratiques sur la vente à distance, mais il est plus complet sur le triptyque valeur espèce origine. Vous avez également des bulletins officiels des douanes qui sont disponibles en ligne. Sinon, vous pouvez vous reporter aux documents de référence qui sont plus complets, mais d'une lecture moins aisée, tels que le Code des douanes de l'Union et ses textes d'application, ainsi que les lignes directrices publiées par la Commission européenne sur son site concernant les envois de faible valeur. Alors, pour les règles de TVA, bien sûr, il y a la directive et le Code général des impôts français, mais d'une lecture un peu ardue. La Commission européenne a publié des notes explicatives et a quand même fait un effort de pédagogie. Elle a publié des fiches pratiques en plusieurs langues pour les opérateurs, ainsi que des infographies. Et puis, nous attendons les commentaires de l'administration fiscale française, qui ne devrait plus tarder, puisque l'entrée en vigueur de la réforme est fixée à 1 mois à peu près aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restons dans l'acheminement des produits, cette fois sous l'angle non plus douanier et TVA, mais sous l'angle droit du transport, puisqu'il faut bien que ces marchandises arrivent effectivement à leur point de destination. Francine Vandorn va nous expliquer, compte tenu de l'ampleur du sujet, on va faire un focus sur 3 points. 3 distinctions qu'il convient de connaître en matière de transport. Effectivement, merci Anne-Laure. Alors, la réglementation transport étant dense, il faut pouvoir se repérer et déterminer les règles applicables en matière de transport par route de marchandises au moyen de camions. Seul mode de transport que j'envisagerai ici avec vous, procéder à quelques distinctions. Première distinction opérée, bien connue de certains, mais qu'il est important de rappeler, est la distinction entre le transport privé, également appelé transport pour compte propre, qui n'est pas réglementé, et le transport public, qui l'est fortement. Le transport des biens par une plateforme peut correspondre principalement à 2 possibilités, 2 situations. Première possibilité, la plateforme transporte elle-même avec ses véhicules, détenus en propriété ou en location, ses propres marchandises, car elle les a préalablement fabriquées, transformées, achetées, et elle les commercialise et les livre au titre d'une prestation accessoire à son activité principale. Dans ce cas, ce type de transport relève de ce qu'on appelle le transport privé ou transport pour compte propre, et ce type de transport est libéralisé, c'est-à-dire qu'il est exempt de toute règle applicable en matière de transport. Mais attention, si une plateforme qui effectue le transport ne peut justifier d'un rapport économique ou d'un rapport juridique avec la marchandise en cause, parce qu'elle ne l'a pas fabriquée, parce qu'elle n'en est pas propriétaire, le transport de ce type de marchandise constituera un exercice illégal de la profession de transporteur. Il existe toutefois une exception correspondant à ce qu'on appelle le faux compte propre, ou le transport dit des entreprises liées par un contrat en vue d'une activité commune. Alors cela peut couvrir des hypothèses de coopération industrielle entre plusieurs entreprises qui interviennent
successivement sur une marchandise appartenant à l'une des entreprises concernées. Dans le cas d'une sous-traitance, avec mise en œuvre de moyens propres à chacune, on achemine des produits intermédiaires, des produits semi-finis, d'un site vers un autre pour exécuter un processus de transformation, de réparation, de travail à façon. Eh bien, ces transports-là ne relèvent pas du transport privé, car il faut une autorisation préfectorale. Donc, on a une petite réglementation applicable pour y procéder, mais ils sont malgré tout hors du champ de la réglementation beaucoup plus lourde du transport public routier de marchandises, dont je vais vous parler à présent. Ça correspond à la deuxième possibilité, à savoir, notre plateforme transporte cette fois-ci la marchandise d'autrui. Elle effectue le transport de biens qui ne lui appartiennent pas. Dans ce cas, la plateforme effectue du transport public par opposition au transport privé. La société qui transporte la marchandise d'autrui exerce donc la profession de transporteur. Elle va devoir de ce fait respecter toute la réglementation de transport, dont les textes relatifs aux conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, puisque c'est une profession réglementée. Elle va devoir s'inscrire à un registre national des transporteurs et obtenir une autorisation d'exercer qui implique de satisfaire à différentes conditions, dont des conditions de capacité professionnelle, diplôme, expérience, etc. Et pour obtenir une licence de transport sous peine d'exercice illégal de la profession de transporteur. Deuxième distinction à opérer, cette fois-ci, est la distinction entre le transport national ou le transport international. En effet, selon que le transport est un transport intérieur, avec donc un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national, ou au contraire un transport international, les règles applicables sont différentes. En transport intérieur, en transport national, comme tout contrat, le contrat de transport est régi par le droit des obligations du Code civil, mais il est également soumis à certaines dispositions spécifiques du Code de commerce. Alors je peux en citer trois règles importantes. C'est l'obligation de résultat qui pèse sur le transporteur, c'est l'article 133-1. Une autre règle bien connue est l'action directe en paiement du transporteur qui peut être exercée tant à l'encontre de l'expéditeur que du destinataire, qui sont garants du paiement du prix du transport, c'est l'article 132.8. Ou enfin, la courte prescription d'1 an, c'est l'article 133.6. Cependant, le siège de la matière se situe dans le Code des transports, et notamment dans les contrats type transport qui ont été institués par décret, qui sont applicables de plein droit si les parties n'en ont pas convenu autrement. Ainsi, si les parties n'ont pas signé de contrat de transport ou n'ont pas tout prévu dans le contrat de transport qu'elles ont conclu, les dispositions du contrat type s'appliqueront à titre supplétif pour compléter la convention des parties. Il existe actuellement 7 contrats types, à savoir un contrat type dit général qui s'applique à toutes les marchandises, tous les envois, sauf à ceux qui relèvent d'un des 6 contrats types spécifiques, c'est-à-dire le contrat type transport en citerne pour les liquides, le contrat type de marchandises sous température dirigée, c'est le transport frigorifique, le contrat type animaux vivants, le contrat type fonds et valeurs, le contrat type objet indivisible pour les transports exceptionnels et enfin le contrat type transport de véhicules roulants. Ces contrats viennent régir la relation de transport et posent les règles applicables. Parmi les plus importantes figurent les clauses limitatives de responsabilité du transporteur. Ces contrats types sont donc applicables uniquement au transport intérieur et ne sont pas applicables aux transports internationaux. En transport international, cette fois-ci, il n'existe donc pas de contrat type applicable. Tout transport international de marchandises par route est impérativement soumis à la Convention internationale du 19 mai 1900, connue sous l'acronyme CMR, à chaque fois que le transport intervient entre 2 pays différents, dont l'un au moins est signataire de la dite Convention CMR. Les dispositions de la CMR sont toutes d'ordre public et elles priment les droits nationaux. Il n'est donc pas possible d'y déroger, à la différence du droit français qui lui permet de déroger à un certain nombre de dispositions prévues dans les contrats types qui ne reprennent pas de règles impératives. Il faut donc connaître ces principales dispositions car les règles de la CMR posent des règles différentes des contrats types applicables en droit national. Une troisième distinction est à opérer enfin, s'agissant de l'acheminement des marchandises. Alors il faut savoir distinguer le transport de la commission de transport et depuis le 21 avril 2021, je dois ajouter des plateformes d'intermédiation de transport. Alors, rappelons que transporter, c'est assurer soi-même le déplacement physique de la marchandise, alors qu'être commissionnaire de transport, c'est organiser sous sa responsabilité et en son nom, mais pour le compte d'un donneur d'ordre, le commettant, le déplacement des marchandises qui sera effectué par un tiers
à savoir le transporteur. Le commissionnaire de transport ne transporte donc pas. Il organise le transport effectué par un transporteur. Notre plateforme, elle peut être commettant, c'est-à-dire bénéficiaire des services du commissionnaire de transport, ou être elle-même commissionnaire de transport. En toute occurrence, il faut savoir que tant le contrat de commission de transport que la profession de commissionnaire de transport sont réglementés. S'agissant en premier lieu du contrat de commission de transport, il existe également un contrat type commission de transport qui a été publié par décret et qui est désormais codifié dans le Code des transports. Ce contrat type prévoit les règles applicables à la relation de commission de transport. Il indique notamment que le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son commettant. Il assume une responsabilité qui est présumée pour tout retard, pour toute perte ou avarie subie par la marchandise à l'égard de son commettant. Il doit également conseiller son client commettant sur les avantages et inconvénients des différents modes de transport envisageables entre le routier, l'aérien, le maritime, le fluvial. Et il doit également surtout le conseiller sur l'opportunité de souscrire ce que l'on appelle une déclaration de valeur qui permet de rehausser le plafond d'indemnisation en cas de responsabilité du transporteur pour perte ou dommage subi par la marchandise, transporteur qui opposerait sa clause limitative de responsabilité. Il doit aussi, autre exemple, le cas échéant, le conseiller sur l'intérêt de souscrire une assurance ad valorem garantissant à la marchandise à hauteur de sa valeur réelle. Donc voilà pour le contrat de commission de transport, pour ses principales règles. S'agissant de la profession de commission de transport, cette profession est également réglementée. Le commissionnaire de transport doit être inscrit sur un registre national des commissionnaires de transport pour exercer valablement la profession de commissionnaire de transport. Et doit donc de ce fait également répondre à un certain nombre d'exigences, dont une exigence de capacité professionnelle, à savoir certains diplômes ou certaines expériences professionnelles. Enfin, pour conclure, très rapidement, il faut relever que depuis donc une ordonnance du 21 avril 2021, il existe un nouveau cadre juridique applicable aux plateformes d'intermédiation de transport public de marchandises qui mettent en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'une opération de transport par route de marchandises. Une nouvelle distinction est donc à faire. L'entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er juin 2023, car des décrets d'application sont attendus, mais certaines dispositions seront d'application à compter du 1er janvier 2022. En quelques mots, l'ordonnance distingue les bourses numériques de fret des plateformes d'intermédiation numérique. L'activité des bourses numériques de fret consiste en une simple prestation de mise en relation. Elle n'implique pas une intervention de la définition des prestations de transport dans son exécution. Et donc, ces bourses numériques devront uniquement se déclarer auprès de l'autorité administrative qui en rendra publique la liste. En revanche, pour les opérateurs de plateformes d'intermédiation numérique, qui elles interviennent dans la définition de la prestation, son exécution, sa tarification, elles vont être soumises à un régime d'inscription à un registre public qui est à créer et devront en outre répondre à différentes exigences d'honorabilité professionnelle et de capacité financière. La grande nouveauté, c'est que les opérateurs de services numériques sont responsables de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport et sont garants de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé et surtout responsables des avaries ou pertes de marchandises. Merci beaucoup. S'il y avait un point de vigilance en fait à mettre en avant, lequel serait-il ? Alors je dirais que l'on soit en fait expéditeur, destinataire, transporteur, commissionnaire de transport, commettant, client de plateforme, quelle que soit la qualité en fait en laquelle on intervient, le point de vigilance est la rédaction des clauses limitatives de responsabilité et des plafonds d'indemnisation qui sont prévus. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer maintenant au volet droit de la consommation, puisque les plateformes digitales, ça touche des millions d'Européens. Elles ont pris une importance considérable. Et évidemment, se pose la question de la protection des droits des utilisateurs. Et donc, nous allons voir avec Florentin et avec Vincent Loriol quel garde-fou le droit européen a souhaité mettre en place pour protéger les consommateurs, les utilisateurs des plateformes. Merci beaucoup Anne-Laure. Effectivement, en raison de leur succès, de leur rôle moteur et global dans l'économie, les plateformes numériques n'échappent plus à une régulation s'agissant de leurs relations avec les consommateurs, avec leurs utilisateurs, ce que nous sommes tous les jours.
Nous allons voir deux aspects de ces obligations vis-à-vis des relations avec les utilisateurs. On va commencer par les obligations en termes de transparence, d'information des consommateurs, des utilisateurs, et puis Florentin va vous présenter l'aspect contrôle de la légalité des contenus qui sont disponibles sur ces plateformes. Alors, en droit français, comme souvent en droit de la consommation, nous avons un côté novateur. Depuis plusieurs années, il existe en effet des obligations de transparence vis-à-vis de ces plateformes en ligne qui sont inscrites dans le Code de la consommation et qui concernent trois principaux aspects. Le premier aspect, c'est de l'obligation pour ces plateformes, qui sont entendues en tant que moteur de recherche, de comparaison, de place de marché, de réseau social, etc., c'est délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation par le consommateur. Il y a également des obligations d'information loyale, claire et transparente, à chaque fois c'est le même triptyque, s'agissant des modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, c'est-à-dire que la plateforme en question doit au consommateur une explication sur la manière dont les contenus qui sont disponibles, sur par exemple les biens qui peuvent être achetés sur cette plateforme, sont organisés, dans quelle manière ils sont classés, est-ce que c'est chronologique, est-ce que c'est en fonction de l'importance, est-ce que c'est en fonction du prix. Bref, une obligation de transparence pour que le consommateur sache pourquoi tel contenu qui lui apparaît en premier, on sait que ça peut être déterminant par exemple dans un acte d'achat, lui apparaît en haut de son écran. Il y a également une obligation de déclarer, ou en tout cas de faire mention des liens d'intérêt qui peuvent influencer sur ce référencement des contenus, que ce soit l'existence d'une relation contractuelle avec la plateforme, l'existence par exemple de liens capitalistiques, ou tout bonnement l'existence d'une rémunération particulière qui amènerait la plateforme à mettre en avant tel ou tel contenu plutôt qu'un autre. Deuxième aspect qu'on connaît déjà en droit français, c'est ce qui concerne l'encadrement des avis qui sont mis en ligne. On sait, là encore, pour un consommateur, voir les avis de quelqu'un qui a déjà acheté le produit, ça peut avoir un impact particulier sur son acte d'achat. Et donc, là encore, le Code de la consommation impose aux plateformes de prévoir une information sur les modalités de publication et de traitement de ces avis, et notamment sur le point de savoir s'ils ont fait l'objet d'un contrôle, d'une modération à leur date de mise en ligne. Enfin, pouvoir spécifique, ou en tout cas un peu particulier, des agents de la DGCCRF, chargés de contrôler notamment la bonne application de ces applications, c'est qu'ils peuvent évaluer et comparer les différentes pratiques des plateformes en ligne qui génèrent plus de 5 millions de visites par mois et de publier régulièrement des rapports pour indiquer, grosso modo, qui est bon ou mauvais élève. Alors ça, c'est des obligations qui existaient déjà en droit français et les obligations relatives à la transparence des plateformes vont être renforcées, en tout cas vont être modifiées sous l'égide du droit européen qui, probablement inspiré par le droit français, va aboutir à deux nouveaux textes. Alors, ces deux nouveaux textes ont été présentés en décembre 2020 par la Commission. L'un concerne la régulation des services numériques, qui s'appelle le Digital Services Act, et l'autre, la régulation des marchés numériques, des Digital Market Act. Alors, on va voir ces deux textes qui sont encore à l'état de proposition, qui vont encore évoluer, qui vont encore être discutés, mais qui permettent néanmoins d'avoir déjà une bonne vision sur les orientations que veut adopter la Commission. On va voir que ces deux textes, chacun dans leur domaine respectif de compétences, amènent des obligations supplémentaires en termes de transparence. Alors, s'agissant de ce premier de ces textes, le Digital Services Act, sa construction, s'agissant en tout cas des obligations de transparence, est pyramidale. C'est-à-dire qu'il fait une distinction en fonction du type d'opérateur. Est-ce que c'est simplement un service intermédiaire type FAI? Est-ce que c'est un service d'hébergement? Ou alors, est-ce que c'est une plateforme en ligne, voire une très grande plateforme en ligne? Et puis, à chaque fois que vous montez en grade, si je puis dire, en fonction en tout cas de votre domaine d'activité et de votre taille, vous avez des obligations de transparence supplémentaires. Alors, quelles sont-elles, ces obligations de transparence? Vous avez d'abord un devoir de transparence vis-à-vis des autorités. Chaque plateforme en ligne devra créer un point de contact qui devra, vis-à-vis des autorités pour être contacté facilement. Et puis, vous aurez également, évidemment, des obligations de coopération en cas de contrôle par les autorités. Vis-à-vis des utilisateurs, là encore, vous allez avoir des obligations d'information dans les conditions générales d'utilisation sur les mesures qui sont prises pour la modération des contenus, et notamment, est-ce que les prises de décision, enfin en tout cas ce qui influe sur le fonctionnement de la plateforme, est-ce que c'est le fruit d'un algorithme ou est-ce qu'au contraire c'est une modération effectuée par des êtres humains? Donc voilà, encore une fois, l'idée étant d'expliquer au consommateur pourquoi ce qui lui apparaît à l'écran, le pourquoi du comment de ce qui lui apparaît à l'écran.
Deuxième mesure de transparence vis-à-vis des utilisateurs, vous allez avoir des obligations de publication d'un rapport sur les procédures de modération qui ont été engagées, alors c'est un rapport annuel, avec notamment figurant le nombre d'injonctions que la plateforme aura reçues de la part des autorités, le nombre de notifications alertant sur des éventuels contenus illicites, et puis les activités de modération auxquelles ce sera soumise, ou en tout cas aura mis en œuvre la plateforme. Et puis, je vous disais, quand vous montez en taille, que vous êtes qualifié de plateforme, voire de très grande plateforme, là, vous allez avoir un corpus d'obligations bien plus important, lié à la taille et à l'importance que peut revêtir la plateforme vis-à-vis des utilisateurs, avec notamment, pour n'en citer que quelques-unes, des obligations liées à un audit direct externe mené par des cabinets indépendants. Vous allez avoir des obligations en matière de gestion des risques, de transparence renforcée, notamment vis-à-vis de la publicité en ligne. Bref, un corpus d'obligations très large mises à la charge des plateformes, là encore, dans un devoir de transparence vis-à-vis des utilisateurs. Je finis sur le deuxième texte qui a été présenté en décembre 2020 par la Commission, le Digital Market Act, qui lui vise ce qu'on appelle les gatekeepers. Alors c'est défini par des critères dans ce règlement, mais il faut garder en tête que ça va concerner des acteurs tels que Google, Amazon ou encore les magasins, l'App Store ou les magasins d'applications Android. Là-dessus, vous avez deux obligations particulières de transparence vis-à-vis des consommateurs, en tout cas à destination des utilisateurs. C'est le fait que ces plateformes ne pourront pas empêcher leurs utilisateurs d'installer des logiciels ou des applications qui seraient déjà préinstallées. Et la deuxième, c'est il sera interdit d'empêcher les consommateurs d'accéder aux services d'entreprises tierces en dehors de la plateforme. Merci Vincent. Je vais évoquer également le Digital Services Act que Vincent a abordé rapidement. Et je vais parler plus précisément de la lutte contre la diffusion de contenus illicites. On avait évoqué en début de webinaire les contenus qui sont diffusés à l'initiative de la plateforme. Pour ces contenus, c'est assez simple. La plateforme, elle est responsable des contenus qu'elle-même diffuse à son initiative. Et donc, si les contenus sont de la contrefaçon, sont de la diffamation, sont de l'incitation à la haine, elle peut engager sa responsabilité. Là, ce que je vais aborder, ce n'est pas les contenus qui sont diffusés à l'initiative de la plateforme, ce sont les contenus qui sont diffusés à l'initiative des utilisateurs de la plateforme. Et sur ces contenus, il y a un régime qui est ancien et qui n'est pas forcément adapté, qui date de 2000, qui date de la directive commerce électronique du 8 juin 2000. Cette directive, elle prévoyait des règles particulières pour certains types d'opérateurs qu'on appelait des prestataires intermédiaires et qui visaient les prestataires assurant le transport des données ou assurant le stockage automatique intermédiaire et temporaire des données, et puis également les hébergeurs de données. Et le régime applicable, il était simple, il était très protecteur à l'endroit de ces prestataires intermédiaires, puisqu'il reposait sur deux principes essentiels. Le premier, c'est que ces opérateurs ne peuvent être tenus responsables des contenus qu'ils hébergent ou transportent, etc., que si ils ont été informés du caractère illicite, manifestement illicite de ces contenus et activités, et deuxièmement, que ces opérateurs, ces prestataires n'ont pas retiré promptement ces contenus ou ces activités. Et c'est ce qu'on appelle le notice and take down ou le notice and action. Deuxième principe essentiel, c'est le principe d'absence d'obligation générale de surveillance des contenus illicites. Donc ça, c'était le régime de 2000. C'est un régime qui a été transposé en France en 2004. Et à l'époque, on visait des prestataires extrêmement techniques, simplement techniques. Et finalement, on a dû, par la force des choses, après l'avènement de l'Internet 2.0, avec des contributions de plus en plus importantes des internautes, des utilisateurs, étendre ce régime à des plateformes, notamment aux réseaux sociaux, aux opérateurs de plateformes de partage de vidéos. Et la difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'on a eu une prolifération de contenus illicites, c'est-à-dire des contenus culturels piratés, des produits contrefaisants. On a eu des contenus haineux sur les réseaux sociaux qui ont été diffusés largement, du cyberharcèlement. Et puis on a eu plus récemment la dissémination de fausses informations. Et donc on a essayé d'abord au niveau français, puis maintenant au niveau européen, de remédier à ce problème en faisant d'abord en adoptant une loi pour la lutte contre
la manipulation de l'information en 2018. On a également ensuite on a voulu adopter sur le même modèle une lutte pour lutter contre les contenus haineux sur Internet, qui s'appelle la loi Avia, qui prévoyait un certain nombre d'obligations pour les plateformes et qui prévoyait surtout d'imposer aux plateformes de retirer des contenus haineux sous 24 heures et, à défaut, ils encouraient une sanction pénale assez lourde puisqu'elle était pour les entités supérieures à 1 million d'euros. Et donc, on a considéré, le Conseil constitutionnel français a considéré que c'était une atteinte disproportionnelle à la liberté d'expression puisque ça incitait ces opérateurs à finalement censurer a priori les contenus qui pouvaient être un peu borderline. Et donc, la loi a été déclarée pour l'essentiel inconstitutionnelle. Et parallèlement, il y a eu ce projet de règlement qu'a évoqué Vincent sur le Digital Services Act qui prévoit d'être adopté, si tout se passe bien, en 2022 et entrer en vigueur en 2023 et qui refont un peu ce système en créant de nouvelles catégories. On a à nouveau les prestataires intermédiaires qu'on évoquait tout à l'heure, que maintenant on appelle les fournisseurs de services intermédiaires. Et ensuite, il y a des opérateurs un peu plus, une sorte pyramidale, une sorte de poupée russe. Parmi ces prestataires intermédiaires, il y a des hébergeurs, et parmi ces hébergeurs, il y a des plateformes en ligne qui diffusent des contenus leurs utilisateurs. Et parmi ces plateformes en ligne, il y a des très grandes plateformes avec plus de 45 millions d'utilisateurs. Et donc, il y a des obligations qui augmentent selon qu'on avance dans ces catégories. Et donc, en plus de ce système de notice et takedown, il y a ces obligations qui sont par exemple l'obligation d'instaurer un dispositif de signalement, l'obligation de créer un système de traitement des réclamations et d'autres obligations qu'a évoqué Vincent. Juste pour terminer, ce règlement il sera adopté, on l'a dit, pas avant 2022, entré en vigueur pas avant 2023. Et donc c'est pour ça que le gouvernement français essaye d'anticiper cette adoption et donc dans le cadre du projet de loi sur les principes républicains, et c'est en cours de discussion en ce moment au Parlement, a inclus un article, l'article 19, qui prévoit des dispositions à l'égard des plateformes qui sont assez similaires à celles qui sont prévues dans le projet de Digital Services Act. D'accord. Passion. Merci beaucoup. Ces obligations de transparence et ces obligations de lutte contre les contenus illicites ont l'air d'être assez étendues. Est-ce que vous anticipez qu'en pratique, il puisse y avoir beaucoup de contrôles et des contrôles très stricts de l'application de ces dispositions? Alors, sur le volet transparence, très clairement, la DGCCRF a déjà publié les résultats d'une enquête nationale qu'elle a menée sur la base du droit français, où elle a contrôlé quasiment 600 plateformes. Elle a constaté un nombre important de choses qui n'allaient pas. Donc oui, on voit très clairement que c'est dans l'une des priorités. D'accord. Et également sur la régulation, les nouvelles obligations de mise en place de dispositifs. Il peut y avoir des contrôles, mais vraisemblablement, ça va être fait en bonne intelligence avec le CSA qui va devenir l'ARCOM bientôt et qui devrait collaborer avec ces plateformes pour s'assurer qu'elles respectent bien ces obligations, comme il le fait actuellement dans le cadre de l'application de la loi pour la lutte contre la manipulation de l'information. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce volet consommateur. On va passer maintenant au volet des relations entre les plateformes et les entreprises utilisatrices et donc la protection des professionnels. L'objectif ici, c'est évidemment de prévenir et de sanctionner les pratiques déloyales, les pratiques commerciales déloyales dans les relations entre les plateformes d'une part et les entreprises utilisatrices d'autre part. Virginie, bonjour. Maxime, bonjour. Je suppose que vous allez nous parler notamment des gatekeepers. Oui, mais avant des gatekeepers, on va commencer par vous parler d'un règlement qui s'appelle le règlement Platform to Business, qui est assez mal connu, alors assez bien connu des grandes plateformes, mais assez mal connu de ceux qui s'engagent dans
dans des marketplaces et on a pas mal de clients dont c'est pas le métier, mais qui s'engagent aujourd'hui vers ce type de modèle. Euh, Ce règlement, il est en vigueur, il est applicable depuis juillet 2020 et depuis décembre 2020, le législateur français en a fait une pratique commerciale déloyale. Et, euh, et donc avec un régime à la clé de sanctions qui est très important. Qui dit pratique commerciale déloyale dit cessation de la pratique, nullité des contrats, répétition de l'indu, amende potentiellement jusqu'à 5 millions d'euros même. Donc des amendes très significatives. Alors, pour avoir ce niveau d'amende, il faut que le ministre de l'économie aille prenne les patins, si on veut, aille faire une action, mais il le fait assez volontiers s'agissant des grandes plateformes. Et il a réussi à faire condamner il y a 2 ans Amazon. Alors, il y a un appel, tout ça est en cours, mais en tout cas, sur le fondement du déséquilibre significatif, elle avait réussi à faire condamner Amazon dans justement ses rapports avec ses entreprises utilisatrices. Donc des sanctions très élevées et puis un pouvoir donné à la DGCCRF depuis la fin d'année 2020 d'enquêter, d'enjoindre le respect du règlement avec une procédure une phase de procédure contradictoire néanmoins, mais si on ne respecte pas cette injonction, une pratique qu'aime beaucoup l'administration qui est le name and shame, qui consiste à vous vilipender en place publique, y compris sur votre propre site, à vos propres frais. Donc, un texte qui est quand même très important. On va rentrer dans le détail, mais on voulait vous en présenter l'importance d'abord pour attirer votre attention. Alors, après, la philosophie de la commission n'est pas anti-plateforme ou anti-secteur numérique du tout. Ils pensent vraiment que le secteur numérique est ce qui va permettre de réaliser le marché intérieur. Puisque par hypothèse, par essence, ça permet les échanges transfrontières, au bénéfice notamment des petites et moyennes entreprises qui trouvent de nouveaux débouchés commerciaux, au bénéfice des consommateurs qui trouvent des offres plus intéressantes. Il y aura accès à un plus large choix et à des prix intéressants. Mais elle s'inquiète néanmoins de la dépendance des plus petites entreprises qui font appel aux plateformes pour offrir leurs biens et services. Et du pouvoir de négociation potentiellement un peu déséquilibré entre les plus grandes plateformes et puis ces offreurs. Le règlement, il s'applique à 2 catégories d'acteurs. Les services d'intermédiation. Donc les services d'intermédiation, ça va être place de marché, ça va être réseaux sociaux, boutiques d'applications. On va regrouper là sous le terme plateforme. Et puis les moteurs de recherche. La particularité du moteur de recherche, c'est que l'entreprise utilisatrice n'a pas forcément choisi d'être utilisatrice. Elle l'est de fait parce elle va ressortir dans les recherches des internautes. Il n'y a pas forcément de relation contractuelle avec le prestataire de recherche en ligne, sauf évidemment à avoir contracté pour du référencement payant, par exemple. Un mot avant de passer la parole à Maxime sur ces aspects contractuels. Le règlement s'applique quelle que soit la loi du contrat. Donc ce n'est pas parce qu'on choisit la loi US, britannique, anglaise, allemande qu'on y échappe, quelle que soit la loi du contrat, y compris aux prestataires qui sont établis en dehors de l'Union, pour autant que 2 conditions soient remplies, que les entreprises utilisatrices, elles, soient dans l'Union européenne et que les services visent pour une large part les consommateurs dans l'Union. Maxime, sur les aspects contractuels. Merci Virginie. Alors oui, comme tu l'as évoqué, donc l'un des objectifs principaux du règlement Platform to Business, c'est de limiter les pratiques commerciales déloyales afin de protéger les petites entreprises, notamment les PME, qui sont référencées sur ces plateformes, puisqu'elles n'ont quasiment aucun pouvoir de négociation auprès des principaux opérateurs, des plus gros. Alors comment le règlement essaie de résoudre cette difficulté? On retrouve des mécanismes similaires au droit de la consommation, donc c'est-à-dire que le règlement va imposer, déjà encadrer certaines pratiques. Ça se traduit par un encadrement des suspensions et de la résiliation des comptes des entreprises utilisatrices, puisque les plateformes doivent, lorsqu'elles souhaitent suspendre ou résilier le compte d'une entreprise utilisatrice, motiver leur décision suffisamment à l'avance, ceci afin de permettre à l'entreprise de présenter
des observations à la suite de cette résiliation ou suspension du compte. Puisque l'entreprise doit avoir la possibilité d'exercer un recours contre cette décision. Et si la suspension ou la résiliation du compte est injustifiée, le compte de l'entreprise utilisatrice devra être rétabli. Évidemment, l'idée derrière ce dispositif, c'est de limiter les déréférencements abusifs ou injustifiés et de priver certaines entreprises, notamment les PME, d'un accès à un marché. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les autres initiatives comme la directive Digital Market Act que Virginie abordera plus en détail. Toujours dans cette optique, le règlement Platform to Business vise aussi à limiter l'imposition de manière unilatérale par l'opérateur de plateforme de conditions contractuelles défavorables. Donc là encore, on est dans une sorte de mécanisme proche du droit de la consommation. Donc, principalement, les opérateurs de plateforme devront rendre disponible leur CGU facilement à chaque étape de la relation commerciale, après communication sur un support durable, rédiger des CGU détaillées, transparentes, intelligibles, comme en matière de droit de la consommation, et toute modification des CGU doit être portée à la connaissance des entreprises utilisatrices au moins 15 jours avant leur entrée en vigueur. Donc là, dans un tel cas, l'entreprise pourra soit changer de plateforme, résilier le contrat, ce qui lui est offert par le règlement. Mais le règlement va plus loin encore, puisque elle impose cette législation, cette réglementation aux opérateurs de plateforme de prévoir des clauses spécifiques au sein même de leur CGU. Alors en plus des obligations de transparence qu'on va évoquer ou qui sont aussi applicables en matière de droit de la consommation, ces clauses, ce sont une description des motifs de résiliation et de suspension des comptes, une description, ça c'est très important, des paramètres qui déterminent le classement des produits des marchands. Donc, ça va être un peu le parallèle de l'obligation de transparence vis-à-vis des consommateurs. Et là, on le retrouve avec les entreprises. Tout simplement, cette information doit permettre aux entreprises utilisatrices de savoir comment fonctionne la plateforme, le moteur de recherche, ceci pour influencer le classement, comparer les services avant de s'engager avec cette plateforme. Alors, pour aller un petit peu plus vite, puisqu'il me semble qu'on n'a plus beaucoup de temps, les CGU doivent aussi comporter des informations sur la propriété et le contrôle des droits de propriété intellectuelle des entreprises, savoir quels sont les droits d'utilisation des logos, des marques par la plateforme, et enfin des informations sur comment l'entreprise peut mettre fin à sa relation contractuelle avec la plateforme. Donc voilà les principales clauses. Autre obligation significative, le règlement Platform to Business impose aussi à certaines plateformes, les plus grosses, donc celles qui emploient plus de 50 employés et 10 millions d'euros, sachant que oui, on parle des plus grosses plateformes, mais ce sont quand même des critères qui sont assez, qui englobent beaucoup de marketplace, surtout en ce moment où on assiste à beaucoup de levées de fonds et d'émulation dans le secteur des plateformes, donc potentiellement beaucoup de plateformes concernées par cette obligation-là. Qui est de mettre en place un système interne de traitement des réclamations, donc une sorte de système de médiation interne à la disposition des entreprises. Ce système devant être gratuit, facilement accessible et fondé sur des principes de transparence d'égalité. Le règlement précisant que ce système peut être externalisé auprès d'un prestataire tiers, mais qu'il soit interne ou externe, ce système entraîne de toute évidence des coûts significatifs. Donc voilà pour les principaux aspects contractuels. Je vais peut-être laisser Virginie parler brièvement des aspects réglementaires. Oui, on voulait mettre en lumière peut-être deux aspects réglementaires pour aussi montrer la différence avec ce qui vient après, qui est le Digital Market Act. Le règlement Platform to Business s'applique à toutes les plateformes. Pour autant qu'on rentre dans la définition, il n'y a pas de seuil. Donc, ce n'est pas les grandes plateformes, ce sont toutes les plateformes. Et sur deux questions importantes, il va y avoir un régime différent avec ce qui va être mis en place sur le Digital Market Act. Dans le règlement Platform to Business, la plateforme peut traiter de manière différenciée ses éventuels propres services et les offres des entreprises utilisatrices. L'obligation est une obligation d'information sur quel type de traitement différencié et qu'est-ce qui justifie ce traitement différencié. De la même manière, la plateforme soumise à Platform to Business va pouvoir interdire
la vente sur d'autres canaux aux entreprises utilisatrices, mais en le motivant cette interdiction et de manière générale en ne faisant pas obstacle à l'application des règles générales de concurrence. Pour finir sur ce règlement, un petit mot pour vous dire que la Commission le réexamine prochainement. Le réexamen est prévu pour janvier 2022. Dans tout le processus législatif de la Commission européenne, qui est en général assez long, il y a des moments pour donner son avis. Il y a toujours des moments de consultation, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de la Commission pour voir ce qui sort et ce qui peut être influencé en amont. Alors, what's lying ahead avec le Digital Market Act? Là, on est sur les gatekeepers. Alors, on aura vu au cours des différentes interventions que peut-être que la Commission devrait un petit peu rationaliser ce qu'elle appelle grandes plateformes gatekeepers. On finit par s'y perdre et plus savoir ce qui est applicable à qui. En tout cas, là, ce Digital Market Act se veut applicable aux gatekeepers, donc les principales plateformes. Ça se définit en termes de nombre d'utilisateurs, de taille, de chiffre d'affaires, de capitalisation, de différents facteurs sur lesquels je n'aurai pas de détails, mais dans l'idée, une plateforme qui rentre dans les critères est présumée être gatekeeper et doit aller se déclarer à la Commission. Le cas échéant, elle se déclare en disant que bien qu'étant dans les critères, elle ne se pense pas ce point d'entrée absolument important et nécessaire au marché. La Commission fait une forme d'enquête et au bout de 2 mois décide si oui ou non la plateforme est un gatekeeper. Ça entraîne évidemment des obligations. Quand on est gatekeeper, on ne peut plus avoir un traitement différencié de ses propres produits et services par rapport à ceux des entreprises utilisatrices. On ne peut plus interdire aux entreprises utilisatrices d'aller sur d'autres plateformes et de proposer des conditions meilleures sur d'autres plateformes. On ne peut plus, on doit donner accès aux informations des entreprises utilisatrices qu'elles ont générées. On ne doit pas les utiliser à leur détriment pour leur faire concurrence. Il y a un certain nombre d'obligations qui vont venir avec ça. Alors, c'est un processus législatif en cours, mais la Commission est quand même y réfléchit depuis au moins 2 ou 3 ans. C'est quand même assez abouti. Il y aura évidemment des modifications. Le sujet est suffisamment politique pour que dans l'année et demie qui suivent, il y ait des modifications. Mais en tout cas, il y aura une forme de régulation de ces plateformes qui aussi dans le Digital Market Act va prendre la forme d'une obligation de déclaration des opérations de fusion-acquisition qui vont concerner des plateformes, qui va se surajouter finalement au contrôle des concentrations, dans des cas y compris, ou alors le remplacer dans des cas où il ne se serait pas appliqué, mais où on essaye de rattraper les plateformes. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. On va passer maintenant aux aspects liés au droit social, puisque le statut des collaborateurs de plateforme aujourd'hui ne paraît pas forcément extrêmement clair en France. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements de décisions qui auraient pu être rendues dans d'autres pays européens? Est-ce qu'il y a une voie française qui serait privilégiée par les pouvoirs publics? Caroline Froger-Michon et Vincent Delage, tous deux associés en droit social chez nous, vont nous parler de ce sujet-là. Merci Anne-Laure, bonjour à tous. Alors effectivement, en matière de droit social, les relations entre les travailleurs entre guillemets et les plateformes est problématique puisque les statuts ne sont pas clairement définis. Pour cela, ça nécessite de revenir, j'ai envie de dire, au principe, puisque en droit du travail français, n'existe qu'une alternative, soit le travailleur salarié, dans le cadre d'un contrat de travail, soit le travailleur, entre guillemets, indépendant, qui en fait délivre une prestation de service. Alors, dans le premier cas, le contrat de travail, c'est paradoxal, mais ne connaît pas de définition dans le Code du travail. Il s'agit finalement, c'est un peu ancien, mais d'un contrat de louage de services, dans le cadre duquel un individu va louer ses services au profit d'un employeur en contrepartie d'une rémunération assortie de ce qu'on appelle un lien de subordination, ce qui est l'élément central. On dit également que le salarié appartient à ce qu'on appelle un service organisé.
Alors, ce contrat, comme je l'ai indiqué, se caractérise par un lien de subordination dans le cadre duquel l'employeur a sur ce salarié un pouvoir de contrôle, de sanction, sachant que le salarié, en contrepartie d'une certaine manière, bénéficie des dispositions assez souvent protectrices, à vrai dire, du Code du travail, ainsi que du statut collectif qui s'applique à son secteur, on parle des conventions collectives, et du statut qui s'applique dans son entreprise, on parle en général des accords collectifs de travail. Alors, la mise en œuvre de cette relation contractuelle s'exerce sous le contrôle des juridictions civiles sociales, c'est-à-dire Conseil de prud'homme, Chambre sociale des cours d'appel et Chambre sociale de la Cour de cassation, avec une particularité s'agissant des salariés qu'on appelle protégés, c'est-à-dire les représentants du personnel, pour lesquels d'autres juridictions ont vocation à s'appliquer. S'agissant du travailleur indépendant, qui va en fait délivrer une prestation de service, la nature des relations contractuelles est en définitive tout autre finalement, puisque le travailleur indépendant exerce une prestation de service en toute indépendance, dans le cadre d'un contrat commercial, en dehors de tout lien de subordination et de tout service organisé. Le co-contractant du travailleur indépendant n'a aucun pouvoir de contrôle, de sanction sur ce dernier, sachant que ce travailleur indépendant, lui, a toute latitude, contrairement à un salarié, pour s'organiser, pour organiser ses moyens, sa structure. Il est parfaitement libre de s'organiser comme il le souhaite. La contrepartie, d'une certaine manière, c'est que le travailleur indépendant ne bénéficie pas des mesures et des normes protectrices du Code du travail, et là, de la même manière, et à l'inverse, finalement, il ne bénéficie ni les conventions collectives, ni les accords collectifs qui auraient vocation à s'appliquer chez le co-contractant. Les relations entre les parties étant des relations de nature commerciale, c'est le tribunal de commerce et les chambres commerciales des juridictions civiles qui auront vocation à exercer un contrôle et des sanctions sur ce type d'activité. Alors, s'agissant des relations qui existent entre les travailleurs des plateformes et les plateformes elles-mêmes, compte tenu des modes d'organisation des travailleurs et des attentes des plateformes, vous l'aurez constaté, la frontière en fait entre ces deux statuts est particulièrement ténue, de sorte qu'elle génère un contentieux que l'on appelle entre guillemets un contentieux de requalification. C'est-à-dire que le travailleur de la plateforme va considérer, et assez souvent à vrai dire à l'occasion de la rupture des relations contractuelles, que finalement il aurait dû être considéré comme un salarié. Il va demander indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, préavis, heures supplémentaires le cas échéant. Et dans le cadre de dossiers qui peuvent être lourds de conséquences pour les plateformes, notamment et principalement d'ailleurs en matière financière. Alors, dans le cadre de ces contentieux, comment procèdent les magistrats? Ils procèdent en utilisant le principe dit du faisceau d'indices, c'est-à-dire qu'ils vont s'attacher à essayer de définir concrètement quelle a été la nature de la relation contractuelle pour, en fonction des indices, définir s'il existe un lien de subordination ou pas entre les parties et en tirer les conséquences de droit et considérer s'il s'agit d'un contrat de travail ou, finalement, d'une relation indépendante. Je vais laisser justement Caroline prolonger notre exposé pour évoquer les contentieux tant en France qu'au sein de l'Union. Merci Vincent. Eh bien, en jurisprudence, on constate trois choses. D'abord, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence. Souvent, on en parle beaucoup dans les médias, mais quand on regarde véritablement l'évolution, il n'y a pas énormément de décisions. Ensuite, cette jurisprudence très concentrée sur les plateformes dites de mobilité, c'est-à-dire les plateformes de VTC et de livraison. Et enfin, on observe aujourd'hui une amorce d'évolution dans la façon dont les juges appréhendent la question du statut des travailleurs des plateformes. Alors, si on regarde ce qui se passe du côté de la Cour de cassation, eh bien, on constate qu'elle a une approche assez conservatrice et elle va reprendre exactement ce que Vincent a décrit, le fameux triptyque directive, contrôle, sanction. Et à ce jour, cela l'a conduit à reconnaître l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail, notamment dans deux arrêts qui ont été particulièrement commentés. Le premier du 28 novembre 2018 qui concernait Take It Easy, donc une livraison de repas, et le second du 4 mars 2020 concernant Uber, où dans les deux cas, la Cour de cassation a fait droit à la demande de requalification et a reconnu
à travers ce faisceau d'indices dont on s'en parlait, l'existence d'un lien de subordination. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que 2 éléments essentiels ont été mis en avant par la Cour de cassation. Le premier, c'est la géolocalisation, et le second, c'est le pouvoir de sanction qui était lié soit à la faculté pour la plateforme d'infliger des strikes ou de déconnecter le chauffeur de l'application. Mais si on regarde les dernières décisions au niveau des cours d'appel, eh bien là, on voit vraiment l'amorce d'un virage, puisque aujourd'hui, les juges du fond tendent à prendre plus en compte les spécificités de ce nouveau modèle économique et des contraintes des plateformes, et statuent récemment plutôt majoritairement en faveur du statut d'indépendant. Il y a 3 arrêts dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le premier, Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, concernant un livreur de repas. Et là, c'est très intéressant parce que pour le coup, la Cour d'appel de Paris, elle dit que la géolocalisation, c'est pas suffisant pour constituer le lien de subordination. De la même manière, elle dit le fait que la plateforme impose une tenue au livreur, c'est pas suffisant. La clause d'exclusivité non plus n'est pas suffisante. Donc on voit que vraiment, ils prennent le contre-pied de ce qui a pu être pris en compte jusque-là par notamment la Cour de cassation. La Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2021, de la même manière, alors là, prend clairement le contre-pied de ce qui existait jusque-là. Donc ça concernait Uber. Et on vous dit le fait que quand le chauffeur se connecte, certes, il intègre un service organisé, mais ce n'est pas suffisant. Il y a certaines dispositions du contrat, c'est vrai qu'on pourrait considérer que c'est l'illustration d'un pouvoir de direction, mais en fait, ce ne sont guère que des préconisations qui visent plus à fixer un cahier des charges, nous disent les juges lyonnais, plutôt que d'illustrer vraiment un pouvoir de direction. Et le fait de pouvoir désactiver le compte, ce n'est pas forcément l'illustration d'un pouvoir disciplinaire, mais c'est plutôt la faculté de mettre fin à une relation en cas d'inexécution contractuelle par son co-contractant. Donc là, vraiment, contre-pied total de ce qui existait jusque-là. Et c'est confirmé aussi par la Cour d'appel de Paris 7 avril 2021 concernant Deliveroo. De la même manière, on écarte la géolocalisation et on considère même que la géolocalisation est inhérente au service demandé et c'est pour ça que ça ne peut pas être suffisant pour entraîner la requalification. Et ce qui est intéressant dans ce dernier arrêt, c'est que la Cour d'appel de Paris, elle va insister non pas sur les critères de la subordination, mais plutôt sur les critères de l'indépendance, les indices de l'indépendance. Donc le libre choix des jours et créneaux de livraison, la possibilité de réaliser ou non des prestations à sa convenance, la possibilité de collaborer avec d'autres plateformes ou encore la faculté de sous-traiter les prestations qui ont été fournies. Alors on verra, peut-être que la Cour de cassation évoluera, mais clairement le virage est amorcé au niveau des juges du fond. Si on se tourne maintenant du côté de nos voisins européens, parce que c'est toujours intéressant de voir si par hasard il y a de meilleures solutions ailleurs, on constate que globalement ailleurs c'est pareil qu'en France, il y a 2 statuts, on est soit salarié soit indépendant. Il n'y a guère qu'au Royaume-Uni qu'il y a un 3e statut qui est le statut de worker. Sinon, il n'y a pas véritablement de statut juridique propre aux plateformes. Malheureusement, tout le monde fait face un petit peu à la même problématique de devoir concilier des principes juridiques ancestraux avec la réalité de l'économie numérique. On signalera juste que l'Espagne vient de légiférer en faveur d'une présomption de salariat, mais uniquement pour les livreurs de plateformes numériques. Ailleurs, pour le moment, il n'y a rien. Il y a également des actions en requalification. On a tous entendu parler de Uber au Royaume-Uni. Alors, ils n'ont pas été requalifiés en salariés, mais en workers. En Espagne, Glovo a été condamné aussi. Aux Pays-Bas, Deliveroo. Plus récemment encore en Italie. Le parquet de Milan a demandé à 4 plateformes de livraison de requalifier en contrat de travail la relation qu'elle avait avec près de 60 000 livreurs. Alors, face à ça, la Commission européenne s'est saisie du sujet et a lancé le 24 février dernier une phase de consultation avec les partenaires sociaux européens qui devrait en principe déboucher sur une directive. Et à cet égard, la France sera peut-être source d'inspiration puisque le gouvernement français a décidé de plancher sur le sujet. Et Vincent va nous en dire 2 mots. Oui, alors la voie française, j'ai envie de dire comme d'habitude à la française, c'est-à-dire rapport, concertation, puis texte, qui laisse un petit peu sur sa fin. Puisque dans ce cadre-là et plus sérieusement, il est apparu important, voire même essentiel compte tenu du développement de ce type d'activité et pour les pouvoirs publics, de pouvoir sécuriser
les contrats qui existent entre les travailleurs des plateformes et celles-ci, sécuriser les contrats collectifs, apporter des droits aux travailleurs des plateformes, tout en continuant à bénéficier de la flexibilité qu'apporte le statut d'indépendant. Alors, dans ce cadre-là, le Premier ministre a demandé au conseiller Frouin, qui est conseiller à la Chambre sociale de la Cour de cassation, de plancher sur le sujet, et à la suite de ces travaux a été donc rendu le rapport Frouin en décembre 2020, qui évoque plusieurs recommandations, et j'en évoquerai deux principalement. D'une part, la sécurisation, et quelque part c'est un petit peu l'essentiel, sécuriser les rapports entre les travailleurs et les plateformes. Alors, ce qu'envisage la France, ou en tout cas ce qu'évoque le rapport Frouin, c'est davantage une troisième voie qu'un troisième statut à proprement parler, c'est de mettre en place une tierce personne finalement entre les travailleurs des plateformes et les plateformes elles-mêmes. Alors, la traduction juridique de cette démarche, ce serait d'inviter les travailleurs des plateformes soit de devenir salariés d'entreprises de portage salarial, soit de devenir salariés de coopératives d'activité et d'emploi. Alors, double intérêt au dispositif. Premier intérêt, c'est que convenir d'un contrat de travail permettrait aux travailleurs des plateformes de bénéficier du statut de salarié dont on a déjà parlé, et d'autre part, de bénéficier de la souplesse, de l'indépendance et du lien de subordination extrêmement ténu, voire même quasi inexistant, qu'il existe paradoxalement entre les salariés et leur employeur lorsqu'il s'agit d'entreprises de portage salarial. Alors, d'après le rapport, cette option serait ouverte aux travailleurs dits les plus engagés, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui travaillent comme travailleurs des plateformes, si je puis dire, depuis au moins 12 mois et qui génèrent un chiffre d'affaires significatif. On pense en premier lieu pour l'instant aux chauffeurs de voitures privées. Il est proposé aux aux autres salariés de bénéficier de ce type de dispositif, même si leur ancienneté est moins importante. On parle d'à peu près 6 mois pour le transport de repas et la logistique urbaine. Deuxième recommandation significative du rapport Frouin, c'est l'organisation d'un dialogue social au niveau de ce qui deviendrait une branche finalement des travailleurs des plateformes, avec la création d'une haute autorité à ce niveau-là. Ensuite de ce rapport, a été demandé à Bruno Mettling, ancien DRH d'Orange, de réaliser des travaux et des préconisations sur le même thème. S'en est déduit l'ordonnance du 21 avril 2021 qui prévoit surtout deux dispositifs. Le premier, c'est l'organisation d'un dialogue social au niveau de ce qui deviendrait finalement une branche des plateformes, avec la création de l'ARP, l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui aurait vocation à réguler les relations entre les travailleurs et les plateformes et le dialogue social dans le cadre de la concertation. L'organisation d'un dialogue social à ce niveau de manière à négocier des droits véritables et la protection des travailleurs des plateformes. Et enfin, qui dit négociation, discussion, dit nécessairement partenaires sociaux. Donc la possibilité pour les travailleurs des plateformes de s'organiser en syndicats professionnels et pour ce faire, est envisagé des élections professionnelles à horizon maximum 31 décembre 2022, de manière à ce que ces travailleurs puissent élire des représentants qui pourront négocier en leur nom à un niveau central. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en matière sociale sur les travailleurs et les plateformes. Aujourd'hui, pas véritablement de statut sécurisé, vous l'avez vu, c'est relativement jurisprudentiel. Cela étant, on constate que les contentieux ne sont pas très fréquents et que finalement, les travailleurs ne recherchent pas nécessairement la situation du salariat, mais plus certainement une forme de protection sociale et des droits nouveaux. Et c'est finalement la voie française. Pardon. Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à vous. Nous allons donc passer aux problématiques très importantes de cybersécurité et de protection des données à caractère personnel. Évidemment, exploiter une plateforme de commerce en ligne, ça implique aussi de traiter des données à caractère personnel. Maxime va nous parler un petit peu de la protection des données et des problématiques plus spécifiques de cybersécurité. Bonjour à tous, merci Anne-Laure pour cette introduction. Alors oui, effectivement, les données à caractère personnel sont au cœur du fonctionnement des plateformes, que ce soit les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les plateformes de e-commerce.
Les données sont indispensables à la fourniture des services, la réalisation des transactions ou même la monétisation du trafic de la plateforme. Alors, le traitement de ces données par les plateformes est soumis à des règles très strictes, dont le manquement peut entraîner des sanctions très élevées. Ces sanctions, je pense que vous les connaissez, il s'agit des sanctions introduites par le RGPD en 2018. Des amendes administratives qui peuvent s'élever à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Aujourd'hui, on sait que ces amendes ne sont pas uniquement dissuasives, elles sont devenues une réalité. Et les actions de contrôle de la CNIL se multiplient et se durcissent. L'actualité nous le rappelle régulièrement. Et c'est pourquoi il est impératif pour les opérateurs de plateforme de s'assurer de manière régulière ou au moment de la conception de leur plateforme, de leur conformité avec cette réglementation. Puisque à partir du moment où une plateforme traite des données à caractère personnel, donc une donnée qui permet d'identifier une personne, elle doit respecter la réglementation sur la protection des données. Il s'agit principalement donc, du règlement général sur la protection des données au niveau européen, dont on vient de fêter le 3e anniversaire il y a quelques jours. La loi informatique et liberté, au niveau français. Si la plateforme traite des données de santé, ce qui est de plus en plus courant, notamment avec les nouveaux usages liés à la pandémie du Covid-19, elle devra donc se conformer aux dispositions du Code de la santé publique. Il y a également pour certaines plateformes dont le chiffre d'affaires dépasse 10 millions d'euros et emploie plus de 50 salariés, des obligations spécifiques en matière de cybersécurité qui sont issues de la loi du 26 février 2018. À noter également que si la plateforme utilise des cookies, ce qui est quasiment systématique, elle devra aussi se conformer à la réglementation sur les cookies. Donc, voilà une réglementation dense et riche et complexe qu'on ne pourra pas aborder évidemment en détail aujourd'hui. Mais je souhaitais vous présenter donc quelles sont les principales obligations des opérateurs de plateforme lorsqu'elles traitent des données. L'opérateur de plateforme, principalement, est tenu de mettre en place des traitements licites et transparents vis-à-vis des utilisateurs. La transparence, on en a beaucoup entendu parler aujourd'hui dans le cadre de la réglementation des plateformes, et elle est d'autant plus importante et fondamentale en matière de protection des données. À cet égard, il est primordial que les opérateurs fournissent une information complète et actualisée sur tous les traitements qu'ils mettent en œuvre à l'égard de leurs utilisateurs. Alors cela passe usuellement via une notice d'information sur le site internet. S'ajoute aussi à cette obligation de transparence une obligation de garantir aux utilisateurs l'exercice de leurs droits sur le traitement de leurs données, notamment leur droit d'accès, leur droit d'effacement, leur droit d'opposition au traitement de leurs données. Donc une organisation interne à mettre en place sur ces aspects. L'opérateur de plateforme doit également s'assurer que seules les données strictement nécessaires sont collectées et qu'elles sont conservées pour des durées limitées dans le temps. Il doit s'assurer que les données sont régulièrement effacées de son système, sachant que plus le volume et plus la durée de conservation des données est élevée, plus le risque d'atteinte envers ces données augmente. Donc ce principe de minimisation est essentiel à respecter pour limiter ces risques. Lorsque l'opérateur de plateforme a recours à des prestataires informatiques, que ce soit pour l'hébergement de la plateforme, la maintenance ou sa conception, il doit aussi s'assurer qu'il a recours à des prestataires présentant des garanties suffisantes. Si, par exemple, la plateforme a recours à un prestataire de services de paiement, ce qui est très courant, il devra s'assurer que celui-ci répond bien aux standards PCI DSS sur les paiements. Si elle traite des données de santé, elle doit aussi avoir recours à un hébergeur certifié pour l'hébergement de données de santé. Évidemment, la plateforme devra aussi conclure un accord de sous-traitance avec ses prestataires dans les conditions définies à l'article 28 du RGPD. Alors plus particulièrement en matière de sécurité, sachant que tout responsable de traitement est légalement tenu de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles assurant l'intégrité et la confidentialité de données, c'est l'article 32 du RGPD qui le prévoit expressément. Quelques exemples de mesures élémentaires. Il devra, l'opérateur, établir une charte informatique pour sensibiliser, réglementer ses usages en interne,
mettre en place une politique de gestion des habilitations afin de limiter l'accès aux données aux seules personnes qui en ont besoin et surtout l'actualiser. L'idée de ne pas laisser des portes ouvertes au système lorsqu'un employé, notamment quelqu'un qui a des droits importants administrateurs, quitte l'entreprise. L'opérateur devra mettre en place aussi un système d'authentification robuste avec des mots de passe, une politique de mots de passe qui est conforme aux recommandations de la CNIL, un système de traçabilité des accès. C'est très important pour déterminer qui a accédé aux données, quand, qu'est-ce qui a été effectué sur ces données. Cela est particulièrement important lorsqu'il y a un incident de sécurité. Autre mesure essentielle, l'opérateur doit veiller à mettre en place un plan de sauvegarde et de continuité d'activité afin de prévenir le risque de perte de données et de perte d'exploitation, notamment en cas d'attaques par rançongiciel qui ont vocation à bloquer le système. Autre élément important, c'est que toutes ces mesures doivent être adaptées à chaque traitement et revues de manière régulière dans le cadre d'un audit de sécurité diligenté par un tiers, par exemple. Alors malheureusement, malgré la mise en œuvre de toutes ces mesures de sécurité, les opérateurs ne sont pas à l'abri de subir un incident de sécurité, notamment par des personnes tierces malveillantes, des pirates, des attaquants. Ces dernières années, bien entendu, vous avez entendu parler de l'explosion du nombre de cyberattaques. Rien qu'en 2020, le nombre de ces attaques a été multiplié par 4. C'est surtout les attaques par rançongiciel, donc qui visent à bloquer le système de l'opérateur et de lui extorquer des sommes d'argent, hein, le système de rançon basique, qui a littéralement explosé en 2020. Or, l'opérateur est responsable, c'est lui qui doit garantir la sécurité des données qu'il traite, et s'il n'a pas mis en œuvre des mesures de sécurité suffisantes, il engage sa responsabilité à la fois auprès des utilisateurs, mais aussi auprès des autorités de contrôle. Et il faut savoir que 2/3 des sanctions prononcées par la CNIL concernent des manquements aux obligations de sécurité. Autre obligation, lorsqu'il subit une violation de données, l'opérateur de plateforme doit notifier cette violation aux autorités, principalement à la CNIL ou à l'ANSSI. S'il ne le fait pas, dans ce délai de 72 heures, à partir de la prise de connaissance de la violation, il est susceptible de se voir infliger une sanction de 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires. Donc, ce délai est extrêmement court et c'est pourquoi on recommande aux organismes de prévoir en amont une organisation, une procédure qui permet d'assigner des rôles précis, une politique de gestion de crise adaptée pour pouvoir réagir dans les plus brefs délais. Et on le voit souvent, puisqu'on accompagne beaucoup de clients dans la gestion de ces incidents, beaucoup d'entreprises ne sont pas encore assez préparées pour gérer ces incidents. Et les premières heures suivant une attaque sont primordiales puisqu'elles permettent de limiter le préjudice, les conséquences de l'attaque et de notifier dans les délais. Et surtout, s'il y a si l'entreprise opère dans plusieurs pays, il peut y avoir des notifications à faire dans plusieurs pays, ce qui est extrêmement consommateur en termes de temps et de ressources. Donc voilà, pour résumer, donc essentiel que les plateformes intègrent dès la conception de la plateforme ou au cours de leur exploitation toutes ces problématiques et qu'elles mettent en place une gouvernance efficace permettant d'assurer un niveau de conformité suffisant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Effectivement, les rançongiciels, on en parle énormément. Une petite idée sur l'opportunité du paiement de la rançon. Est-ce qu'on doit payer cette rançon? Est-ce qu'on ne doit pas la payer? Alors effectivement, c'est une bonne question. Elle revient souvent. Alors, il n'y a pas de texte de loi qui interdit le versement d'une rançon. Ce qui est interdit, c'est de financer le terrorisme. Si vous avez connaissance effectivement que l'attaquant est assurément une organisation terroriste, vous pouvez avoir des recours ou une amende si vous versez cet argent à une organisation terroriste connue. Mais la plupart du temps, les attaquants sont dissimulés, on ne sait pas qui est derrière, les versements se font via des bitcoins. Il y a des mesures de plus en plus strictes qui se mettent en place. Au niveau européen et au niveau américain, les autorités ont notamment prévu des sanctions lorsque les versements ont lieu au bénéfice de certaines personnes identifiées.
Et on voit qu'il y a une législation qui va se mettre en place pour limiter le versement de cette rançon, et la plupart des autorités ne recommandent pas, dissuadent les organismes de payer cette rançon, sachant que le versement d'une rançon ne garantit pas le rétablissement du système. On l'a vu très récemment avec Colonial Pipeline aux États-Unis. Voilà, l'attaque a complètement paralysé le système d'approvisionnement aux États-Unis. Ils ont payé la rançon, mais ils n'ont pas réussi à obtenir le rétablissement définitif de leurs opérations. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir, à la fois juridique et opérationnelle, lorsque se pose la question de payer ou non la rançon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Dernier sujet, nous allons aborder les problématiques fiscales liées aux activités des plateformes. Alors, problématiques fiscales qui sont appréhendées sous deux angles en fait. D'une part, la fiscalité de la plateforme elle-même en tant que sujet d'impôt et d'autre part, son rôle dans l'imposition des utilisateurs qui utilisent la plateforme. On a Annabelle Bailleul, Amélie Retureau et Stéphanie Neymar qui vont nous parler de ces problématiques fiscales. Oui, bonjour. Donc, je commence par évoquer les problématiques propres aux plateformes en tant que sujet d'impôt. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, tout d'abord, les problématiques spécifiques aux plateformes concernent les plateformes qui opèrent dans plusieurs pays, c'est-à-dire celles qui opèrent à la fois dans l'État de leur siège et au-delà des frontières. En effet, depuis les années 2010, a émergé le constat que l'imposition des activités numériques présentait des particularités du fait que les groupes qui exercent ces activités, notamment ceux qui opèrent des plateformes, pouvaient réaliser une activité dans de nombreux pays, avec des utilisateurs répartis dans le monde entier, sans être imposables dans ces pays, parce que ces groupes n'y ont pas de présence physique. En effet, il faut savoir qu'en matière d'impôt sur les sociétés, les bénéfices d'une société qui a son siège dans un pays, normalement, ne sont imposables que dans le pays où la société a son siège, sauf si elle a dans d'autres pays qu'on appelle des établissements stables, ce que j'ai résumé par la présence physique. Schématiquement, une société étrangère peut avoir un établissement stable en France et donc y être soumise à l'impôt sur les sociétés si elle y a par exemple des locaux dans lesquels elle exerce une partie de son activité, ou si il y a en France des personnes qui peuvent conclure des contrats au nom de la société étrangère. En l'occurrence, pour les plateformes qui sont opérées par des sociétés étrangères qui ont des utilisateurs français, mais pas de locaux, ni de personnes qui concluent des contrats en France au nom de la plateforme étrangère, les bénéfices de la plateforme étrangère ne sont en principe pas soumis à l'impôt sur les sociétés en France. A l'inverse, une plateforme basée en France qui n'aurait pas de présence physique à l'étranger ne sera pas soumise à l'impôt sur les sociétés dans les pays étrangers, et ce, quel que soit le lieu de la localisation, enfin, quelle que soit la localisation des utilisateurs de la plateforme. Alors, les administrations fiscales des différents pays, et puis une partie de la société civile, ont considéré que ce concept traditionnel de la présence physique ou de l'établissement stable n'était pas adapté pour imposer les bénéfices tirés des activités numériques, car trop liés à la présence physique. Et de ce fait, un certain nombre de travaux ont été mis en œuvre au niveau de l'OCDE, depuis notamment 2015, qui ont conduit à l'élargissement de la notion d'établissement stable. Alors, sans entrer dans la théorie pure, l'idée, c'est qu'à la suite de ces travaux, en fait, une société étrangère qui opère une plateforme et qui a des utilisateurs français peut aujourd'hui avoir un établissement stable, non pas du fait qu'elle a des utilisateurs français, mais si la société étrangère a par exemple une filiale en France, avec au sein de la filiale des salariés qui vont avoir des fonctions de vente au nom de la société étrangère. Par exemple, des salariés français qui vont trouver ou qui vont prospecter des vendeurs ou des prestataires de services qui vont vendre leurs biens ou leurs services par l'intermédiaire de la plateforme.
donc salariés français qui prospectent donc en contactant les vendeurs potentiels ou les prestataires de services potentiels et qui négocient les contrats avec eux. Dans ce cas, le groupe concerné sera imposé non seulement déjà comme il l'est au nom de sa filiale française sur les résultats qu'elle a déclarés, mais en plus il pourra être redressé au nom de la société étrangère sur une partie des bénéfices de la société étrangère qui ont pourtant déjà été imposés à l'étranger. Donc il faut être vigilant. De la même manière, les profits d'une plateforme basée en France pourront être imposés à l'étranger, à l'impôt sur les sociétés, s'il y a à l'étranger des personnes qui jouent un rôle prépondérant dans la conclusion de contrats pour la plateforme. Donc on le voit, cet élargissement de la notion d'établissement stable a quelque part permis de davantage prendre en compte les aspects pratiques de l'exercice des plateformes, mais néanmoins ça a été considéré comme insuffisant et on a vu toute une flopée de taxes sur les services numériques, donc ciblant spécifiquement les groupes du numérique et les activités exercées par les plateformes, qui ont émergé. Notamment en France, on a depuis 2019 une taxe sur les services numériques qui s'applique aux grands groupes qui rendent des services d'intermédiation ou de publicité ciblée. Donc quand je dis grands groupes, ce sont ceux qui réalisent quand même un chiffre d'affaires mondial de plus de 750 millions d'euros et qui réalisent en France un chiffre d'affaires de plus de 25 millions d'euros sur les services, donc soit d'intermédiation, soit de publicité ciblée. Et cette taxe s'applique au taux de 3% sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Alors face à la multiplication de ces taxes, il y a eu des contestations parce que ça crée des problèmes de double imposition et puis comme vous l'avez vu dans la presse, ça crée des conflits commerciaux avec les États-Unis qui considèrent que ces taxes ne visent en pratique que les groupes américains. Alors du coup, comme les États ont aussi besoin de subsides face au Covid et puis qu'ils estiment que les plateformes s'en sont bien tirées, ou certaines en tout cas pendant la crise, l'OCDE a accéléré ses travaux visant à réformer les principes de la fiscalité internationale en matière d'imposition des bénéfices, donc impôt sur les sociétés. Ces travaux se déclinent en 2 piliers sur lesquels on a des discussions qui sont encore en cours et puis qui vont donner lieu dans les prochaines semaines à des échanges dans le cadre du G7 et du G20. 2 piliers, le pilier 1 et le pilier 2. Le pilier 1, son objectif, c'est d'augmenter les droits d'imposer des États où sont localisés en fait les utilisateurs de plateformes. Et cette réforme serait plus large, elle viserait plus largement les activités B2C, donc pas seulement celles des plateformes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les plateformes qui seraient visées. En revanche, ça ne vise que les grands groupes, donc les plateformes qui ont un chiffre d'affaires mondial supérieur à 750. Le deuxième pilier, donc le pilier 2, lui, prévoit également seulement pour les grands groupes, mais là, quelle que soit l'activité concernée, une imposition minimale. Alors actuellement, il y a des discussions sur comment calculer cette imposition et notamment sur le taux. Et vous avez probablement entendu dire que les États-Unis ont proposé un taux de 21% puis de 15% et que certains États européens y sont favorables, comme l'Allemagne et la France, d'autres non, comme l'Irlande, puisqu'en Irlande, le taux d'impôt sur les sociétés sur les activités, notamment des plateformes, est de 12,5%. Donc, on en saura plus sur ce sujet, sur la question de savoir si un accord va être conclu sur les piliers 1 et 2 dans les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que tant la taxe sur les services numériques que les travaux de l'OCDE sur les piliers 1 et 2 concernent les grands groupes dont le chiffre. Pour les autres groupes, ou pour les plateformes opérées par des groupes qui ont un chiffre d'affaires inférieur, on reste avec les concepts traditionnels de la fiscalité internationale en matière d'imposition des bénéfices, et donc notamment le concept d'établissement stable, mais comme je vous le disais, avec un champ élargi qui invite à la vigilance dès que la plateforme opère dans un contexte international, notamment avec des équipes de vente qui sont logées dans des filiales. Je passe maintenant la parole à Amélie pour les aspects de TVA. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, sur les aspects TVA, moi, j'ai voulu repartir un petit peu en
au début de l'activité de la plateforme et avec la question de la qualification de l'activité de la plateforme. Mon point ici, c'est que, évidemment, les revenus de la plateforme vont probablement être soumis à la TVA et que le régime de TVA qui va s'appliquer aux revenus de la plateforme, eh bien, ça dépend de comment intervient la plateforme, quelle est la qualification au titre de laquelle elle agit. À cet égard, finalement, on rencontre 3 grandes catégories. La première et la plus courante, c'est la plateforme qui est un intermédiaire transparent. Dans cette hypothèse-là, en fait, l'opération est réalisée entre les utilisateurs de la plateforme, par exemple un vendeur et un acheteur, un prestataire de service et un client. Donc, dans ce cas-là, les revenus de la plateforme, ce qu'elle facture, par exemple la commission qu'elle facture à son vendeur, va suivre le régime des prestations de service. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un pont avec ce que tu nous indiquais à l'instant, Annabelle. Sur les prestations de service, il est très important de savoir quel est l'établissement stable, quel est le pays de localisation à partir duquel la prestation de service est rendue aux utilisateurs, facturée aux utilisateurs, puisqu'en fonction de ce lieu, qui est lié à l'établissement stable, eh bien, on va pouvoir déterminer le régime de TVA. La deuxième catégorie au titre de laquelle une plateforme peut intervenir, c'est plus rare, mais ça se rencontre également, c'est la plateforme qui va agir en qualité d'acheteur-revendeur. Donc là, on va carrément avoir un transfert de propriété, le plus souvent sur des biens, donc la plateforme va acheter pour revendre. Et enfin, une dernière hypothèse, la plateforme qui va agir en tant que commissionnaire, donc qui sera juridiquement, qui ne va jamais, par exemple, si on parle de biens, devenir propriétaire des biens, mais qui va être traité comme tel fiscalement, le commissionnaire étant traité comme un acheteur-revendeur pour les besoins de la TVA. Alors pourquoi ce point? Parce qu'on s'aperçoit que dans les contrôles fiscaux sur lesquels on peut assister des plateformes, la nature de l'intervention de la plateforme est un point qui fait énormément débat. Et il est très important de définir le statut sous lequel intervient la plateforme pour appliquer le bon régime de TVA et s'assurer que les documents, notamment les CGU, la manière dont sont libellées les factures, les contrats, reflètent la position qui aura été adoptée en matière de TVA, parce que c'est ça qui va permettre en fait de déterminer le traitement TVA des opérations de votre plateforme. Alors voilà ce que je souhaitais dire sur les aspects TVA de la plateforme sujet de l'impôt. Et le deuxième axe qu'on voulait évoquer aujourd'hui avec vous, c'est celui de la plateforme qui va permettre de faciliter l'imposition de ses utilisateurs. Et je vais passer la parole à Stéphanie Neumark. Merci Amélie. Effectivement, alors actuellement, en pleine période de déclaration d'impôt, tous les utilisateurs de plateformes, particuliers et sociétés, se posent et nous posent 2 questions. 2 questions. La première, comment déclarer mes revenus? Et la deuxième, est-ce que le fisc français a connaissance de ces revenus qui transitent via des plateformes, souvent basées à l'étranger? Alors, pour répondre à ces 2 questions, il est essentiel de savoir que des obligations d'information ont été renforcées progressivement depuis 2019 pour toutes les plateformes en ligne, et là je dis bien quel que soit leur lieu d'établissement. 2 impacts à cela. Premier impact, c'est un énorme travail logistique pour les plateformes, donc un coût de traitement des données supplémentaires, donc qui n'est pas négligeable. Et deuxième impact, c'est une traçabilité accrue des gains pour les utilisateurs. Alors, en quoi consiste cette information? Cette information, elle est détaillée dans le Code général des impôts et elle s'adresse à 2 types de personnes. Tout d'abord, aux utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Il s'agit des utilisateurs qui vont recevoir une information parce qu'ils résident en France ou qu'ils réalisent des ventes ou des prestations de services en France. Et là, en fait, il s'agit pour la plateforme de leur indiquer le montant des recettes perçues et de les informer sur les modalités de déclaration et d'imposition de ces sommes en France. Donc ça, cette information, elle s'adresse d'abord aux utilisateurs. Mais cette information, aujourd'hui, elle s'adresse, depuis donc 2020, directement au fisc français. Donc à court terme, on peut très bien imaginer que cette transmission permettra de générer des déclarations d'impôt sur le revenu pré-remplies, mais également d'informer l'ACOSS, qui est l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans un objectif de lutte contre le travail dissimulé. Alors, question importante pour les plateformes, évidemment, que risque-t-on?
Eh bien, le non-respect de cette obligation d'information annuelle par la plateforme est sanctionné par une amende égale à 5% des sommes non déclarées. Donc, vous l'aurez compris, c'est extrêmement dissuasif. Alors, je laisse la parole à Amélie de nouveau sur les aspects TVA qui complètent cette obligation d'information. Exactement, parce qu'on a une traduction très concrète de cette obligation qui est donc prévue par le Code général des impôts. Donc, les plateformes qui transmettent à l'administration fiscale l'ensemble des revenus perçus par les utilisateurs par leur intermédiaire. Donc, à la réponse, finalement, l'administration fiscale a-t-elle accès à l'information? Probablement oui. Et la preuve en est que la création de cette obligation a été accompagnée de la mise en place d'un régime de solidarité en matière de TVA pour les plateformes. Quelle est la situation qui est visée? La situation visée est celle d'une plateforme donc, qui, par exemple, facilite des ventes de biens pour des vendeurs à destination d'acheteurs. Donc, la plateforme va déclarer à l'administration fiscale les revenus qui ont été perçus par le vendeur par son intermédiaire. Donc, sur cette base, l'administration fiscale va faire des recherches pour voir si le vendeur est identifié et connu de l'administration fiscale. Si jamais le vendeur n'est pas connu de l'administration fiscale, elle va se rapprocher, en fait, non pas du vendeur, qui quelquefois est très loin et inatteignable, très concrètement, pour l'administration fiscale, elle va se rapprocher de la plateforme. Et elle va notifier à la plateforme le fait que son vendeur, le vendeur qui utilise son site, n'est pas connu des services fiscaux. La plateforme doit ensuite contacter l'utilisateur, lui demander de se mettre en règle avec l'administration fiscale. Si ce n'est pas fait, on a une mise en demeure. Et si rien n'est fait à ce niveau-là, à ce moment-là, c'est la procédure de solidarité qui se met en place. C'est-à-dire, très concrètement, l'administration fiscale va aller réclamer la TVA qui est due par le vendeur sur les opérations, non pas au vendeur, mais à la plateforme. Donc un risque assez fort qui est en fait un espèce de premier échelon. Parce que le deuxième échelon, quel est-il? Il est très proche parce qu'il entre en vigueur le 1er juillet 2021. Et je crois que Marie-Odile Duparc vous en a déjà dit quelques mots ce matin, donc je vais être assez brève. Eh bien, la deuxième étape, c'est de rendre la plateforme redevable de la TVA. C'est-à-dire qu'on sera dans une situation où finalement, l'administration fiscale n'aura plus à aller chercher les vendeurs à l'étranger, comme je vous le disais. La TVA sera directement due par la plateforme. Et ça, c'est une situation qu'on va rencontrer dans deux hypothèses. Ce sont les ventes dans l'Union européenne qui sont facilitées par une plateforme et pour lesquelles le vendeur n'est pas établi dans l'Union européenne. Donc dans cette hypothèse-là, c'est la plateforme à compter du 1er juillet 2021 qui sera redevable de la TVA sur les transactions visées. Et la deuxième hypothèse, ce sont pour les ventes à distance de biens importés. Donc cette fois-ci, ce sont les produits qui arrivent en provenance d'États tiers à l'Union européenne pour les envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 150 €. Donc, pour ces deux catégories d'opérations, demain, ce n'est plus le vendeur qui est redevable de la TVA, c'est la plateforme directement. Donc avec des adaptations évidemment en termes de système d'information assez importantes. Et enfin, peut-être pour terminer, sachez que la France a mis en place une mesure spécifique visant pour les opérations à nouveau portant sur des biens en provenance d'États tiers à l'Union européenne. Dès lors que la transaction est facilitée par une plateforme, eh bien c'est la plateforme qui est redevable de la TVA sur l'introduction des marchandises dans l'Union européenne. Donc on voit que c'est passé d'une solidarité à une redevabilité pour certaines transactions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que l'administration fiscale a déjà commencé à exploiter les données qui remontent des plateformes? Oui, on commence à avoir des clients qui nous transmettent des demandes d'informations. Donc c'est le premier courrier, ce qu'on appelle nous la notification. Et on voit que ça commence. Alors il n'y en a pas encore beaucoup, mais c'est le début de l'exploitation. Et on sent bien que toutes ces obligations en fait, vont mettre à disposition des administrations fiscales au niveau européen, puisqu'on a également une obligation qui entrera en vigueur en 2023, si je ne dis pas de bêtises, qui résulte de la directive d'accès. Donc les administrations fiscales vont avoir accès à toutes ces informations pour pouvoir percevoir l'impôt. Bien, merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. J'espère qu'on a su répondre à un certain nombre de vos questions en matière de plateforme ou susciter un certain nombre d'interrogations ou appeler votre attention sur certains points
d'importance lorsqu'on crée ou lorsqu'on opère une plateforme. En toute hypothèse, n'hésitez surtout pas à nous écrire pour nous poser toutes les questions que vous pourriez avoir en lien avec ce webinaire. Vous pouvez nous joindre, bien entendu, à nos adresses e-mail habituelles. Merci à tous et bon après-midi.